tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent actuellement sur le live. Hyper contente de vous retrouver cette semaine dans un nouvel épisode du Bureau des Lettres oubliées. On a retrouvé la clé, enfin. On l'a rouvert depuis quelques semaines, ça faisait quelques temps qu'il était un petit peu en train de moisir. Regardez les murs là, c'est de pire en pire, je sais pas ce qu'on va faire, c'est catastrophique. Je vous rappelle que du coup on se retrouve tous les mois ici sur Twitch, sur cette chaîne Twitch, avec ce concept d'émission, le Bureau des Lettres oubliées, où on lit vos histoires paranormales. Mais aujourd'hui, on a un concept un petit peu crossover entre le paranormal, mais aussi le true crime, vous allez voir, puisque cette semaine, alors ce mois-ci même, c'est même pas cette semaine, c'est vraiment genre ce mois-ci, on a un invité vraiment particulier, puisque on se retrouve avec Max Kayz, Joris. Alors, pour la petite anecdote, moi je vais même pas vous le présenter, je vais vous laisser l'honneur d'avoir Joris qui va se présenter lui-même. Moi je suis fan de ses vidéos depuis des années, il parle de true crime sur sa chaîne YouTube, c'est vraiment, vraiment hyper bien construit. Toutes les semaines, tu postes des vidéos. Alors, évidemment, âme sensible, s'abstenir. Oui. Ouais. Parce qu'on va pas se mentir, il y a des histoires qui sont plus, on va dire, plus trash que d'autres. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Déjà, bonsoir Marie, bonsoir tout le monde. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Joris, Max Kayz. Je fais des HVF sur YouTube, donc des histoires vraies et flippantes dans lesquelles je parle de true crime chaque semaine. On parle de disparitions, d'enlèvements, de tueurs en série également. Rien que ça. Voilà, tout ce qui touche en fait au true crime. Et ce qu'on fait, c'est que on plonge en fait dans l'affaire du début à la fin jusqu'au procès s'il y a eu un procès et on décortique toutes les informations, tous les détails concernant la famille de la victime, concernant la famille du tueur. On entre dans tous ces petits détails qui sont vraiment propres en fait aux HVF et que les gens aiment entendre. Et puis voilà, on met des illustrations, de la 3D. Parce que maintenant, tu fais de la 3D, donc tu demandes à des illustrateurs en fait, de créer des images 3D pour pouvoir éviter un peu le côté sanglant aussi, des images que tu mets sur ton Twitter, c'est ça en fait ? Ouais, c'est ça. Alors en fait, je travaille avec 5 illustrateurs à qui en gros j'envoie chaque mois un document avec 35 illustrations à faire en leur disant voilà, l'affaire c'est ça, illustration 1, Georges rentre chez lui, la lumière allumée. Illustration 2, Georges découvre le corps de sa femme. Illustration 3, Georges s'enfuit, il est horrifié. Illustration 4, Georges prend son téléphone et c'est que ça. Et j'ai des affaires qui ont 50 illustrations. Donc c'est vraiment toi qui choisis en fait les moments que tu vas demander d'illustrer et tout. Tout. Waouh, mais quel taf, c'est incroyable. Et je fais ça donc pour les 5 illustrateurs et illustratrices. Et les artistes 3D maintenant, c'est pareil. Je leur dis, la scène que je veux que tu illustres, c'est ça, telle maison, tel style, telle année, il faut faire ci, il faut faire ça. J'envoie le document et on se donne rendez-vous le mois prochain. Et donc c'est toujours comment tu fonctionnes, c'est un mois en avance, donc du coup tu as vraiment plusieurs vidéos à l'avance. Alors, j'ai pas de vidéo d'avance. Je suis à la semaine, c'est-à-dire que si là je sors, je me casse la jambe, il n'y a pas de vidéo pendant... Ah non, mais reste, ne te casse pas la jambe, j'ai besoin d'avoir mon true crime toutes les semaines. C'est ça. Mais en gros, je sais quel sujet je vais traiter. C'est-à-dire que là, j'ai mes sujets pour 1 mois et demi. Donc les illustrateurs... Ils sont déjà en train de bosser. Voilà, c'est ça, ils sont en train de travailler dessus. Parce que moi, écrire le script et le tourner d'avance, ça sert à rien. Le montage ne peut pas commencer sans les illustrations qui font franchement 75% de la vidéo, quoi. Ouais, c'est vrai. Sans ça, tu peux rien faire. Comment tu trouves tes histoires ? Est-ce que tu t'inspires de... on va dire des infos de ce qui se passe en ce moment, de ce que tu peux voir, ou est-ce que vraiment des fois tu vas être obligé quand il se passe rien, bon c'est un peu horrible dit comme ça, quand il n'y a pas de meurtre, alors du coup on est obligé d'aller, est-ce que tu vas dans des archives, comment tu t'inspires? Souvent les histoires viennent des États-Unis en fait. En fait c'est de la veille, tout ce qu'il y a de plus normal. Tu regardes les sorties de livres et même des fois je peux passer des heures, tout bête, tu vas sur Amazon, catégorie un peu crime et tu remontes franchement les pages, page 300, page 400, page 600 et tu remontes et tu regardes un peu les livres et tout. Et puis tu as toujours le réflexe de mettre en favori des affaires. Je prends pour exemple une affaire que j'ai traitée il y a quelques mois maintenant, la maison de l'horreur Dogster, ça s'appelle. Ah, je l'ai vu. C'était un couple qui séquestrait des jeunes femmes. C'était un couple qui séquestrait des jeunes femmes et cette affaire, je l'avais mis en favori il y a quelques années. Mais c'était un pauvre article sorti dans un média allemand qui disait une maison de l'horreur. Je me suis dit je mets en fave. Et c'est en relisant ma liste d'affaires à traiter, j'en ai plus de 500 sur le papier,
que je me Je suis sais pas à quel point je trouve ça cool ou à quel point je trouve ça flippant qu'il y ait plus de 500 affaires de true crime. Enfin, c'est une dinguerie quand même. Tout le temps. Et je suis retombé sur cette affaire-là et je me suis dit, tiens, je vais regarder un petit peu si ça avait avancé. Et il y avait eu de grosses avancées, des images, des vidéos et paf, j'ai traité l'affaire. Tu sais que je me suis vachement renseignée sur... Après, on va enchaîner évidemment les amis, mais je me suis évidemment renseignée très très longtemps sur le fait que comment ça se fait qu'il y a autant de femmes qui soient fans du true crime. Parce qu'il n'y a rien à faire. Le true crime, même si c'est une catégorie et une niche, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez friands de ce genre d'affaires. Alors que pourtant, c'est horrifique, c'est effrayant. Et évidemment que ça rend inconfortable. Et en fait, il y a plusieurs études, tu me diras si toi tu as lu les mêmes que moi, mais il y a plusieurs études qui sont sorties et qui ont dit qu'il y a beaucoup de femmes en fait, qui s'intéressent au true crime dans l'éventualité où ça pourrait leur arriver. Et je sais pas à quel point je trouve ça cool de se dire, bon, en fait, on en est à un stade où on est obligé d'aller s'intéresser à ce qui se passe dans les pires atrocités du monde ou pas cool. Enfin, tu vois, j'arrive pas, je me rends pas compte, mais du coup, je me suis toujours demandé pourquoi j'ai une passion pour le true crime. C'est hyper bizarre, quoi. Ouais, c'est ça, mais c'est parce que je pense que les femmes se sentent moins en sécurité que les hommes, tout simplement. Et en regardant ce genre de vidéos, ça permet aussi, dans sa tête, de s'ouvrir à plein de situations possibles et d'avoir des réflexes. Moi, je sais que des fois, ça m'arrive de recevoir des commentaires ou des emails de gens qui me disent « Ah ouais, il m'est arrivé ça et tout, mais j'ai repensé à ta vidéo et du coup, je l'ai pas fait et tout. » Ouais, je te jure. Et je pense que c'est ça, c'est pour s'ouvrir en fait à toutes les éventualités, à mon avis. Mais je pense que grâce à ce genre de vidéos, il y a aussi beaucoup de gens qui se font moins avoir aujourd'hui. Tu vois, il y a aussi peut-être un peu, tristement, moins de naïveté. Ouais, peut-être aussi. Mais du coup, tant mieux, j'ai envie de te dire. Il y a moins de... Bon, ça te fait moins de vidéos, moins d'HVF, mais quand même moins de gens. Bon. Voilà quoi, on va se faire censurer par Twitch. C'est ça. Et en plus, tu as écrit 3 livres à base de tout ça. Tu peux nous en dire un peu plus ou... C'est ça. J'ai écrit Trembler, Trembler encore et Trembler crime au Japon. Alors les 2 Trembler, ce sont Trembler, Trembler encore, c'est 10 histoires vraies et flippantes. Qui ne sont pas sur ta chaîne YouTube. Qui ne sont pas sur ma chaîne. Alors il y a 8 histoires exclusives dans chacun des tomes et 2 histoires retravaillées en plus sur les tomes. Et donc les tomes sont illustrés et il y a aussi, très important, des petits encadrés pour en apprendre plus sur les avancées scientifiques, sur la criminologie, aussi sur certains termes. Parce que moi, je me suis rendu compte que quand j'écrivais le bouquin, des fois, je faisais des recherches à côté pour en apprendre plus sur un truc, sur un terme, pour le comprendre avant de l'écrire. Et je me suis dit, mais en fait, les gens, quand ils vont lire, si ils savent pas non plus ce que ça veut dire, autant leur faciliter la tâche comme moi et de leur mettre un petit encadré, c'est comme ça que c'est né. Surtout qu'en plus, il y a vraiment des cas vraiment hyper précis, des choses qu'on ne peut pas forcément comprendre si on ne s'intéresse pas. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est aussi le fait qu'il y ait des enquêtes qui ont pu avoir lieu, par exemple, dans les années 70, 80, et aujourd'hui, on a des avancées technologiques qui nous permettent d'en apprendre plus et de savoir en fait qui sont les vrais fautifs. Si tant est qu'ils sont encore vivants. Il y a toujours ce truc un peu où tu te dis putain, si seulement ils pouvaient payer pour ce qu'ils avaient fait, mais malheureusement, c'est pas possible, quoi. T'as plein d'affaires comme ça, même d'époque, quand tu lis le livre, des affaires modernes et des affaires anciennes, et tu regardes comment les enquêteurs travaillaient avant, comment ils arrivaient quand même à arrêter des meurtriers, alors qu'il n'y avait pas l'ADN. Je pense qu'ils avaient plus de mérite qu'aujourd'hui, quand même. En fait, ils allaient carrément, ils interrogeaient un max de témoins, ils faisaient ensuite le chemin des tueurs et tout, et c'est ouf. Et après, du coup, j'ai fait Trembler crime au Japon pour changer de pays, et parce que je voulais pas rentrer dans cette boucle tous les ans. Trembler, trembler encore et encore. Tenez, trembler encore et encore et encore et encore. C'est ça. On y est encore dans 6 ans. Tenez ces 10 histoires et puis voilà, je voulais vraiment me focus sur un truc. Au Japon, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'histoires parce que c'est une culture et c'est quelque chose de très différent, je pense, le Japon. Et je ne l'ai pas lu encore, mais je pense qu'il y a vraiment des choses. De toute façon, on le sait, là-bas, il y a un très haut taux de suicide, il y a plein de choses. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à traiter au Japon. Ouais, dans les affaires japonaises, c'est beaucoup de gens en fait qui pètent des plombs d'un coup. Qui vrillent en fait. C'est ça, ils en peuvent plus de la pression de l'autorité parentale ou des de leur sœur qui va les harceler et tout et ils vont péter un plomb, ils vont la démembrer, enfin bref. Ah bah super, alors là vraiment on n'est même pas rentré dans le vif du sujet, que là on est déjà sur du démembrement, c'est super, c'est parfait. Écoute, le but quand même de ce live, au-delà de tout ça, c'est
Donc là, on va se raconter plein d'histoires, du paranormal, du true crime. Vous nous avez envoyé vos histoires. Je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer toutes vos histoires paranormales, étranges, mais aussi du true crime. N'hésitez pas. Bon, j'ai pas envie d'avoir des photos de gens démembrés dans mes lettres, s'il vous plaît. Épargnez mon petit cœur, voilà. Mais si vous avez des histoires paranormales à nous raconter, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous tapez !para dans le chat et vous aurez directement le lien avec le formulaire. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, donc on va lire déjà la première histoire. Alors, je précise que moi, je découvre les histoires en même temps que toi. Ouais, donc, vraiment, comme ça, si je suis traumatisée, on est traumatisés ensemble. C'est parfait, on est ensemble dans la merde. C'est génial. Tu es prêt? Je suis prêt. Ok. Alors, n'hésite pas à commenter, Ça évidemment. marche, vas-y. Donc, cette histoire nous a été envoyée par Naomi. Alors, chère Marie, je t'écris aujourd'hui pour te raconter mon histoire paranormale, ou pas. Ce sera à vous d'en juger. En octobre 2020, j'emménage dans une petite maison en location. La maison est en pierre, pas grande et date des années 1900. Dès le début, je n'arrive pas à me sentir à l'aise, comme si je n'étais pas chez moi. Et surtout, toutes les nuits, je faisais des cauchemars. Ces cauchemars étaient souvent les mêmes, des esprits, une présence dans la maison. Et comme mon copain ne dormait pas tous les soirs avec moi, j'appréhendais énormément les nuits où j'étais seule. Malgré les cauchemars qui ont duré un petit moment, je finis par m'habituer à la maison et j'essaye de décorer à mon goût afin de m'y sentir bien. Mon père avait peint la chambre d'une couleur que j'avais choisie car je n'aimais pas la peinture blanche qu'il y avait avant. C'était angoissant, on aurait dit des murs d'un hôpital. C'est vrai qu'en vrai, Moi, j'aime pas les murs blancs. j'ai un peu de mal, mais dans ma maison, je ne suis pas seule à décider, donc ils sont blancs. Moi, j'ai tout repeint. Ah ouais, moi j'ai pas le droit. J'ai le droit de repeindre que mon, Ah, moi, non, que je ma, peux pas. mon bureau. J'ai l'impression d'être à l'hôpital, Henri justement. On change les murs. Bon. Les mois passent et les cauchemars finissent par disparaître. Quelques-uns de temps en temps, mais comme tout le monde, rien d'inquiétant. Octobre 2021, je suis dans la maison depuis exactement 1 an. Et là, les cauchemars recommencent. Je dors mal, je suis épuisée, fatiguée. Quelque chose de très effrayant est arrivé. J'étais en télétravail et comme souvent quand je bosse de chez moi, je prends ma douche le midi. Ok. Ouais, ça m'arrive aussi. Écoute, moi je crois que vraiment quand on bosse et quand on est indépendant, écoute, on prend nos douches quand on a le temps. Je ne juge pas. Ce jour-là, je monte les escaliers et une fois arrivée dans la chambre, mon regard se fige sur le mur. Je vois plusieurs empreintes de mains et au-dessus de mon lit, les empreintes sont blanches, très lisibles. Ce sont des grandes mains. Je t'ai glissé des photos dans l'enveloppe avec cette lettre. J'ai eu des photos. Oh la vache. C'est vraiment bizarre. Ouais. C'est Là, vraiment... on voit bien des mains. C'est vrai que... Attends, il y a une deuxième photo, elle a glissé. C'est vraiment des enveloppes. Il y avait une c'est maison vraiment comme ça en France. Une maison comme ça en France? Ouais, je crois que c'est sur Saint-Quentin. Ça s'appelle la maison qui saigne ou un truc dans le genre. Oui, tu dois connaître. je la connais avec des saignements, hein, littéralement. Ouais. Mais je crois qu'en fait, il y avait une histoire avec le Christ. En fait, comme si D'accord, c'était, ouais. tu sais, les... comment on dit? Quand il s'est fait crucifier, Oui, ouais. exactement. Ok. La maison qui saigne. Mais d'ailleurs, tu peux pas la visiter. Ah ouais, les barricadés et tout, ouais. d'accord. Ok. C'est vrai que c'est flippant quand même, parce que là, on voit... Voilà. C'est vraiment des mains. C'est vraiment des mains. Je pense que là, vous le voyez sur le chat. C'est vraiment des mains. Donc, elle continue. À ce moment-là, la peur m'envahit. Je crie, je pleure, je panique. Je suis seule et je perds complètement pied. Je décide de descendre dans le salon et j'appelle ma sœur pour lui expliquer l'histoire. Elle est familière avec ce genre de choses car elle pratique la communication animale. Elle me demande de me calmer et c'est elle qui m'encourage à prendre des photos que tu viens de voir. Alors, je comprends pas trop le rapport entre la communication animale et... Parce que c'est pas des pattes de chat. Enfin, sauf si je vois pas. Ah, il y a des gens qui disent dans le chat, Max Hayes n'a pas dit coucou. Je te dirai après. Bon, peut-être que c'est plus le fait qu'elle soit habituée, on va dire, à l'étrange de manière générale, ou au paranormal, ou en tout cas à la communication transanimale. Bon, bref. Mais ça ne reste pas des pattes de chat. Je remonte dans la chambre et une fois sur le lit, je me sens oppressée. J'étouffe. Toujours au téléphone, je prends les photos, je lui envoie et elle n'en revient pas. On discute un moment et elle me recommande d'allumer une bougie blanche afin de me protéger. Enfin, elle m'a demandé d'effacer les empreintes et de voir si ça revenait. Elles ne sont jamais revenues après. Je cherche encore une explication logique à tout ça. Je ne suis aujourd'hui plus dans la maison, mais cette histoire m'a bouleversée. C'est dommage, on ne sait pas comment elle a effacé les empreintes.
Genre, est-ce qu'elle a repeint? Est-ce que c'était juste une espèce de trace C'est vrai que... Bah, tu vois, encore si ça avait été des empreintes sur la douche, Ouais. tu sais, tu te dis, bon, allez, sur un malentendu, ça peut être quelqu'un et tout, mais c'est vrai que sur un mur... Ouais. Après, voilà, on connaît jamais la véracité des histoires. C'est vrai qu'on a du mal à savoir si les histoires sont réelles, si elles sont pas réelles, si elles sont... Bon, moi, je pars toujours du principe qu'on laisse le bénéfice du doute, évidemment, sinon on ferait pas cette émission. Mais c'est vrai que c'est quand même un peu bizarre. Surtout le fait qu'elle se soit pas sentie bien. Ouais. Bah, si elle dit qu'elle a ressenti quelque chose, surtout que là, tu as quand même des mains, tu vois, c'est pas juste une histoire où elle va dire « Ah, dans cette maison, je me sentais pas bien, mais… » Oui, puis là, c'est pas de la pareidolie. Ouais. Tu vois, la pareidolie, c'est quand on croit voir quelque chose. Ouais. C'est comme quand, par exemple, vous voyez, donc pour ceux qui sont pas familiers avec la pareidolie, c'est quand on lève la tête, on regarde un nuage et on dit « Ah, j'ai l'impression de voir mamie ». Oui, j'y pensais. Ouais. En fait, c'est ça la pareidolie, c'est quand tu penses voir quelque chose dans autre chose. Voilà, Ok, c'est ça ton marche. imagination qui te dit, ok, ben là je vois un cœur, alors qu'en fait il n'y a pas de cœur. Bref, D'accord. mais là c'est pas de la pareidolie, tu vois vraiment qu'il y a des mains. Ouais, non, là, il y a des doigts et tout. C'est quand même assez incroyable cette histoire. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si les gens ils disent les empreintes se sont volatilisées. Mais laissez-moi, je vais faire mon histoire. T'as trop de refs en fait, Joris. Ouais, du coup, c'est les ça. gens ils sont frustrés de pas avoir tes refs. C'est ça. Ça me tue. Mais en vrai, c'est hyper intéressant cette histoire, Mais franchement. ouais, surtout qu'elle dit qu'elle a pas repeint. Tiens, je te les passe comme ça, tu peux regarder. Mais Ouais. oui, elle dit qu'elle a pas Surtout repeint. qu'elle dit qu'elle a pas repeint. Elle dit juste qu'elle les a essuyés, mais je sais pas comment elle les a Ouais, ça essuyés, aurait quoi. été vraiment intéressant de savoir comment elle a essuyé, quoi. Ouais. 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 Mais toi, t'as déjà visité des lieux hantés, non? Au tout début de ta chaîne YouTube, Alors, ça t'aidait hanté, avant de faire du true crime. J'avais fait du sanatorium, mais c'était à mon époque lycée, donc il y a déjà plusieurs années. Et quand il y avait l'espèce de... C'était pas une mode, mais c'était, tu sais, Gus DX, quand il faisait les chasseurs de fantômes et tout. Ouais, et donc, ouais. tu sais, quand tu vas dans un sanatorium, là où il y avait des malades qui mouraient et tout, quand Ouais, t'as alors- les vidéos chasseurs de fantômes dans la tête... En plus, le sanatorium, c'est vraiment horrible parce que c'était des mouroirs. Ouais. En fait, les sanatoriums, ils ont été construits pour Ouais. toutes les personnes qui avaient des... comment ça s'appelle La tuberculose, je tuberculose. crois, ouais. Et donc, tristement, à cette époque, ça se soignait pas, en fait, ouais, la du coup, tu les tuberculose. laissais mourir Donc, ils les dedans. envoyaient à l'air libre, comme ça, en se disant, c'est dans la campagne, Ouais. ça va aller mieux, ils vont prendre l'air. Sauf qu'en fait, malheureusement, ils mouraient là-bas parce que ça se guérissait Ouais, pas. ouais. Et après, du coup, quand ils ont découvert les vaccins et tout, comme ils voulaient pas laisser les sanatoriums comme ça, c'est souvent devenu des lieux pour les personnes âgées, tu vois. Donc, vraiment, c'était des mouroirs. Ouais, quoi. c'est ça, des mouroirs. Les ouais, sanatoriums, exactement, c'est ouais. vraiment des mouroirs. donc Et c'est j'avais terrible. fait du coup un truc dedans. Et ensuite, on s'était dit, mais quelle bonne idée, on va dormir dedans. Oh, bah écoute, Et on était partis du coup avec des amis. Et on a justement un ami qui s'est senti mais ultra mal, alors que, tu sais, genre lui, le paranormal, c'était un peu un mec comme ça, bon, je vais faire un petit urbex sanatorium, ça va me faire peur, mais on a vraiment eu peur que d'un coup, il pète un plomb. On s'était mis dans une pièce pour dormir et voilà, bon, on était jeunes, on voulait se faire peur, tu vois, on avait Ouais. mis des duvets, un petit chocolat chaud et tout. Oh, en vrai, je vais pas te juger parce que je fais aïe. Ouais, Je le fais encore maintenant. et d'un coup, dans le sanatorium, je te jure, hein, t'entends des bruits, des trucs. Mais à l'époque, on n'avait pas tous les équipements, toutes les choses ou quoi. Ouais. Et donc, nous, on était partis, on coupait les lampes, on se mettait dans le noir au milieu du truc pour Non, mais voir ça ce va qui, pas. ce qui se passait et tout. Mais et, ça va et on a pas. vraiment un pote qui nous a dit, mais arrêtez, arrêtez et tout. Moi, je veux partir, je veux pas dormir ici et tout. D'un coup, il a complètement Il a brillé. brillé. Ah ouais, Ça complètement. allait bien et il a pété un Ah ouais, câble. d'un coup, il s'est dit, peut-être il cachait, tu sais, qu'il avait un peu peur et tout. Et quand on coupait la lumière et tout, on l'a rallumé, on l'a coupé, on l'a rallumé et tout. Et à un moment, il a dit non, arrêtez, arrêtez, là, ça ne va plus du tout, quoi. Donc on a repris nos duvets, nos machins. Et et vous êtes puis- partis. Il était quoi, 3h du mat? Ah ouais, ouais. C'est là ouais, que tu reprends la voiture, ouais, tu repars c'est et ça, tout. ouais. En plus, Waouh. c'était en pleine campagne, les sanatoriums et tout, donc tu remontes les routes. On avait fait ça en plein hiver, le brouillard. Mais quelle et tout. bonne idée, mais Et quelle bonne l'ambiance, idée. Mais ça, l'ambiance. les gens dans le chat, ils sont là, mais quoi, mais ça va pas Ouais, ou quoi? je te Ouais, jure. ben non, mais là vraiment, on ne vous recommande pas de faire ça. Pour la petite anecdote, j'ai fait un sanatorium il y a 2 semaines avec Jordan Périgaud, justement. Ouais. On a fait un sanatorium, l'enquête sortira bientôt et je peux te dire que c'est une des pires enquêtes que j'ai faites Ah ouais. de ma vie parce que réellement, le sanatorium, il y avait une espèce de piscine qui était remplie en plus avec l'eau de la Ah pluie. ouais. Enfin, tu sens que le truc, il a été poncé dans tous les sens. Il y avait des tags dans tous les sens. C'était horrible. Et Ouais. vraiment, le truc, c'est immense. Hein. C'est beaucoup plus Ah oui, grand que ce que tu ouais, crois. tu te perds. Hein. Je te jure. Et Ah nous, on ouais. était là, mais attends, mais on est où? Et alors, il n'y a rien de pire. Quand t'as peur, il fait nuit. Ouais. Et en plus de ça, tu sais plus où t'es. Ouais.
T'as fait les sous-sols et tout? Ah ouais, j'ai fait les sous-sols. Ah non, mais arrête, je te montrerai les photos. Ouais. Je vous les montre pas encore. Je te les montrerai. Horrible, mais j'ai jamais fait un truc aussi glauque que ce sanatorium. Je ne recommande absolument pas. Si jamais vous avez un sanatorium près de chez vous, n'y allez pas. Non, vraiment, je vous recommande pas. C'est vraiment pas fun. Puis en plus de ça, on sait jamais. Enfin, moi, j'ai trop peur, tu vois, quand je fais de l'urbex, de tomber sur des tarés. Ouais. C'est un peu le truc en fait qui fait super peur. Tu te dis toujours. Ouais, bah tu peux avoir des squatteurs, tu peux tomber sur des cadavres, ça arrive régulièrement dans la communauté. Bon Ah ouais, bah il y a une vidéo qui avait fait polémique il y a plusieurs mois maintenant. D'un mec qui avait eu la merveilleuse idée de publier quand même sa vidéo et en fait il a ouvert la porte et t'avais un mec en décomposition quoi. Arrête. Et il a publié la vidéo sur YouTube? Alors en fait il a flouté mais il a dit si vous voulez aller voir le cadavre, je crois allez sur mon Twitter. Arrête. Ça ressemble à la vidéo de Logan Paul quand il est parti. C'est un peu dans le même délire, ouais. Mais ça va pas. Là je crois qu'il y a même une semaine, les gens dans le chat l'ont peut-être vu passer. Pareil, un urbexeur qui a visité une espèce d'usine et je crois qu'un mec avait mis fin à ses jours dedans et tout. Et ça arrive vraiment, vraiment régulièrement hein, quand tu suis l'actu urbex en tout. Mais je suis bien contente que ça ne me soit jamais arrivé. Ouais, c'est clair. Voilà. On a reçu un deuxième colis qui me fait un peu bader. Parce que regarde, j'ai vraiment l'impression qu'on m'a envoyé une lettre sortie des enfers. J'ai l'impression de me retrouver dans un cold case. Il y a un organe dedans. Mais arrête, tu veux me faire... Je vais l'acheter, cette lettre, elle me fait flipper de ouf. Je vais te la lire. Alors, bonjour Marie, déjà rien que là. Tout d'abord, bravo pour ton nouveau concept. Je le trouve super et il m'inspire énormément. J'ai adoré regarder l'épisode précédent. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, il est dispo sur ma chaîne Twitch, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Allez le regarder. Tes viewers ne voient peut-être pas encore qui je suis, et pourtant... Ils sont très nombreux à me connaître. Je les observe toute la journée. C'est qui? J'attends. T'imagines quelqu'un à ta fenêtre? Non. J'attends qu'ils s'intéressent à moi pour apprendre des choses, qu'ils ne laissent pas mourir leur flamme. D'ailleurs, Marie, il est tard. Faut-il que je te rappelle de faire ta leçon du jour? Moi, je suis pas au courant, les gars. Tu fais des leçons. PS, je suis prof de littérature, apparemment. Je suis pas... Merci pour la recette... Merci pour la recette du masque à la cannelle. Je le fais tous les soirs. Et grâce à toi, je n'aurai pas besoin de masque cette année pour terrifier les enfants pour Halloween. Je me fais victimiser. C'est-à-dire qu'en fait, je me fais victimiser, j'ai rien demandé. Le chat, est-ce que vous pourriez prendre ma défense, s'il vous plaît? Parce que c'est-à-dire que là, ça parle de masque à la cannelle, alors que moi, j'ai rien demandé, je suis là pour raconter des histoires paranormales. Ça commence à devenir un peu too much. Je vais ouvrir, parce que là, vraiment, soit c'est un cœur, un foie, un organe. Non, c'est un organe. Vraiment, j'aime pas le paquet. Je trouve ça un peu cringe. C'est souvent dans tes histoires, je sais ça, dans le true crime, en fait, ils envoient des trucs, des cœurs, des yeux, des langues. J'aurais dit à ta fiancée. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quelqu'un veut ma place ou pas? Ouais, le chat. Ah, mais regarde, il est moins flippant que ce qu'il en a l'air. Voilà, la belle peluche. T'as vu comme il est mimi? En vrai, il est juste vert, quoi, on dirait Frankenstein. Ça se voit, il est tout doux. Ça se voit, il est mimi, en vrai. Non, mais bon, bref. Vous l'aurez compris, les amis. Ce live est en collaboration avec Duolingo et je vous explique vite fait pourquoi. C'est hyper cool d'avoir des sponsors pour ce genre de live parce que honnêtement, je pense que vous avez vu la prod et les invités de qualité. Ça nous demande évidemment du budget pour pouvoir faire ce genre de prod et merci à Duolingo de nous aider à réaliser du coup cette émission. Donc Duolingo, c'est gratuit et ça le sera toujours, ça changera jamais. Donc si vous avez envie d'apprendre une langue, quelle qu'elle soit, c'est le moment, c'est gratuit. C'est fun, ludique, vous avez l'impression de jouer comme à un jeu vidéo. Franchement, les activités sont hyper simples. Je sais pas si tu as déjà utilisé Duolingo. Tu dois parce qu'en vrai, c'est hyper surtout cool. Vu mon niveau d'anglais, les gens tu parles... Oui, j'entends tes accents des fois. En fait, j'entends. Si tu veux, je comprends l'anglais, mais le parler... Il y a une difficulté. Ouais, je vais te filer un abonnement. Enfin, même pas, parce que du coup, c'est gratuit. Donc, télécharge Duolingo, tu verras. C'est hyper cool. Vous avez comme en fait des espèces de leçons qui sont hyper cool, hyper variées. De toute façon, j'ai même pas eu le besoin en fait de vous expliquer dans le chat. Vous étiez déjà au courant que c'était Duolingo, de quoi j'allais vous parler. Mais vous êtes trop mignons. Même DR, Duolingo. Je vois qu'apparemment, il vous a traumatisé ce hibou. Il nous traumatise tout le temps. Il s'adapte à votre niveau. Donc, peu importe que vous soyez débutant, que vous soyez pas débutant, que vous commenciez ou que vous vouliez vous perfectionner,
ça, c'est l'avantage. Depuis le français, vous pouvez apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand. T'as fait quelle langue en deuxième langue, toi? Espagnol, mais vu que je n'y allais pas, j'avais 0 de moyenne. Donc... Ah! Mais ne faites pas comme Joris. Non, moi, il faut vraiment pas suivre ce que j'ai fait niveau scolaire. Hein. Vraiment, ne faites Moi, pas ça. j'avais anglais et allemand. Allemand, d'accord. Allemand, mais Et tu t'as vois bien aujourd'hui, suivi bah ouais ça va, Ouais. mais tu vois aujourd'hui j'ai quand même envie de, je continue à apprendre un peu l'espagnol D'accord, dans ouais. ma vie du quotidien parce que je trouve que c'est plus utile Ouais. que l'allemand. Oupsie. Ouais. Et si vous avez testé Duolingo il y a longtemps, sachez que l'appli a évolué et elle continue d'évoluer, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. En tout cas, merci Duolingo d'avoir sponsorisé ce live là. Regardez, je vais vous mettre ça. Elle me fait, en fait, je sais pas si je la trouve mignonne ou si je la trouve un chouïa flippante. Faut pas la croiser en pleine nuit, quoi. Ah ouais, non, mais là, regardez, vraiment, je la trouve, Ouais, un c'est vrai que peu, là- je la trouve un peu flippante, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais enfin, bref. En tout cas, merci, Duolingo, même si je trouve que, voilà, elle reste là. Je pense que ma chienne va l'adorer. Pas super. Ah oui, attendez, je la cache parce qu'elle me fait un peu peur. Je la mets comme ça. Voilà, je la cache. Voilà. Bon, bref, Duolingo, c'est gratuit. Merci d'avoir sponsorisé le live. N'hésitez pas à aller regarder ça si jamais ça vous intéresse et si vous voulez apprendre une langue supplémentaire, peu importe votre niveau. Tout ça est dans le chat. Normalement, les modos font bien leur boulot. C'est bien fait, hein. Joris, je crois que c'est à toi. C'est moi. Attends, tiens. Merci, j'ai Alors reçu là- une lettre. Vraiment, sachez-le, Joris va nous raconter une histoire. Là, c'est mon moment. Une lettre. Moi, franchement, je suis contente parce que j'ai rien à faire déjà, premièrement. Et surtout parce que j'ai l'impression d'avoir Max Taste pour moi tout seul, sachant que toutes les semaines, j'attends ces vidéos avec grande impatience. Donc là, du coup, je n'ai rien à faire. C'est ça. J'ai besoin du coucou, par contre. Bah, j'allais le faire. Ah là 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 Je me là. préparais la face caméra, elle est en face, là. Alors, J'ai peur, là. Je suis prête. Mais non, Je c'est suis prête. Attends, je m'accroche. c'est pas recto verso. Non, Ah là là, purée, la prod. Coucou. Je suis ravie. On est pour cette affaire aux États-Unis d'Amérique, Los Angeles, Californie, en décembre 1927. La ville n'a rien à voir avec celle que l'on connaît aujourd'hui. Tout est plus terre à terre. Les premiers buildings commencent à peine à sortir du sol. En ce matin du 15 décembre, Marion Parker et sa sœur jumelle Marjorie sont à l'école. Elles ont donc le même âge, c'est logique, hein, je précise quand même, 12 ans. Ce matin-là, tout va aller très vite lorsqu'un homme, se présentant comme Monsieur Cooper, décrit comme bien habillé, faisant plutôt bonne impression, se présente à l'accueil de l'établissement. Il explique paniqué que Perry Parker, le père des filles, vient d'avoir un accident de voiture, qu'il est dans un état très grave à l'hôpital et qu'il veut absolument voir sa fille Marion. Sur le moment, la secrétaire Marie qui l'accueille, elle hésite un peu, elle comprend pas pourquoi Perry Parker voudrait voir l'une de ses filles et pas l'autre. C'est-à-dire que elles ont le même âge, donc encore s'il y avait une fille aînée, Perry aurait pu demander à voir celle-ci pour lui donner ses dernières paroles, mais là, pourquoi en voir une et pas l'autre? Bref, Marie hésite et elle a peur de prendre la mauvaise décision si elle ne va pas chercher Marion Parker. Donc, en plus, Monsieur Cooper, il est bien informé, il sait que Perry Parker travaille dans une banque, il est bien habillé, et en plus de ça, il a même une carte de cette banque, une carte de visite de cette dit banque. Alors, voilà, de peur de prendre la mauvaise décision, Marie décide d'aller chercher Marion dans sa classe. De son côté, Marion, elle a 12 ans, elle pose pas trop de questions. Si la secrétaire vient la chercher en pleine classe et la laisse partir avec ce type, c'est qu'il y a une raison, elle va pas plus s'inquiéter que ça. Marion monte dans la voiture de l'homme et l'homme se volatilise avec la petite. Pardon. Tu sais qu'en fait, depuis tout à l'heure, j'écoute rien de ce que tu dis. J'avais prévu, hein. J'écoute rien parce que je suis tellement choc-barre par la diction. J'ai l'impression que je suis chez WAP en train d'écouter une vidéo avant de dormir. J'ai bien travaillé. Je suis choc-barre. Vraiment, le chat, vous allez devoir m'aider. J'ai rien écouté de l'histoire, j'étais comme ça. Il se volatilise, j'ai envie de mourir. Vas-y, continue. Il y a tout. Je suis choc-barre. Alors, Pardon. quelques heures plus tard, Marie, la secrétaire, se dit qu'elle va prendre des nouvelles. Alors, elle appelle au domicile des Parker et tombe sur la mère Géraldine. Et sur un ton hésitant, elle dit « Allô, j'espère que votre mari Perry va bien. En tout cas, Marion est bien partie avec l'homme que vous avez envoyé pour qu'elle aille justement le voir à l'hôpital.
est-ce que vous savez si Marjorie va aussi venir être recherchée par un homme? Et là, au bout du téléphone, il y a un blanc parce que Géraldine, elle explique qu'en fait, son mari va très bien. Perry, en fait, ce jour-là, il est à la maison, il est en repos, c'est même son anniversaire. Ah, carrément. Donc, il n'a pas pris la voiture, il n'a pas eu d'accident de voiture. Il y a un nouveau blanc au téléphone de longues secondes. C'est cool. Et Géraldine explique et dit justement au téléphone, mais dans ce cas-là, où est Marion? Deuxième blanc au téléphone de la part de Marie, la secrétaire, qui dit, mais comment ça, il n'y a pas eu d'accident? Avec qui est partie Marion? C'est la panique générale au téléphone. La secrétaire avoue tout, parle de l'homme qui s'est présenté bien habillé, demandant à partir avec Marion. La police de Los Angeles est immédiatement contactée. La disparition de Marion Parker est prise très au sérieux par les autorités. Mais les heures tournent et rien n'est trouvé pour identifier ce monsieur Cooper, comme il dit s'appeler. En plus de ça, la secrétaire le décrit comme un type banal. 25, 30 ans, 1m73, 68 kg, costume et chapeau. Des types comme ça à Los Angeles en 1927. Classique. Tu rentres dans n'importe quel établissement, t'en as des dizaines devant toi, donc c'est impossible de le retrouver grâce à cette description. Le soir même, la famille Parker reçoit un télégramme à leur domicile disant « Marion est en sécurité. Point. Faites preuve de bon sens. Point. Interférer avec mes plans est dangereux. Signé George Fox. » Bon, le père Perry essaie de garder son calme, il a de l'argent, et si le type veut une rançon, c'est sa petite fille, il va payer, il va pas hésiter. La nuit passe, les Parker ne ferment pas l'œil, sachant leur petite fille de 12 ans aux mains d'un type on ne sait où, lui faisant on ne sait quoi. Au petit matin du 16 décembre, une seconde lettre arrive. Au-dessus de cette lettre, un mot écrit en gras, en alphabet grec, qui dit « mort ». Il y est écrit dans cette lettre « Fais preuve de bon sens, tu es le perdant. Fais ça. Prends 75 certificats d'or de 20 $ chacun. » En gros, des certificats d'or à l'époque, c'est des papiers qui te donne la propriété de lingots d'or. Mais que tu n'as pas dans ta banque. Voilà, que tu n'as pas. C'est un peu comme nous à notre époque, tu achètes de la crypto-monnaie, mais ok. tu ne l'as pas. Et Des certificats d'or. Voilà, et à cette époque, c'était des certificats d'or. Et donc, ils demandent 75 certificats d'or de 20 $ chacun, soit un total de 1500 $. Ce qui est pas énorme en soi. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus. Je n'ai pas refait avec l'inflation. C'est vrai que j'aurais dû parce que généralement, c'est ce que je fais aussi dans les vidéos. Parce que la 1500, ça paraît très peu. Ça nous paraît peu aujourd'hui, mais je suppose qu'à l'époque, c'était une certaine somme. Ouais. Et donc la lettre continue. Gardez-les sur vous et faites votre vie comme d'habitude, sans prévenir la police ni les détectives. Gardez cette affaire privée. Pas de recherche. Respectez ces termes pour le transfert assurera le retour de la petite. S'ils ne sont pas respectés, personne ne reverra jamais la fille à part les anges du paradis. Vous avez 3 jours, 72 heures, vous recevrez une autre lettre, signée Destin. Destin. PS, si vous voulez de l'aide contre moi, demandez à Dieu, pas à l'homme. C'est bizarre quand même. Ouais. Mais pourtant, c'est une histoire vraie. Toutes ces lettres existent et elles sont trouvables justement sur Internet. Elles ont été scannées à l'époque et elles ont parcouru en fait. Donc là, si on résume rapidement la situation, ça dit quoi? En gros, que Marion Parker est partie aux mains d'un inconnu alors qu'elle était à l'école. Les parents Parker ont paniqué, ont prévenu les enquêteurs, malgré le fait que la lettre arrive et dit de ne pas prévenir les enquêteurs. Et pour l'instant, on n'a aucune piste, rien du tout, à part... Ah bah regardez, ça s'affiche, c'est vraiment bien fait. Ah, t'as vu, regarde. Donc ça, ce sont les vraies lettres dont tu t'es servi pour écrire cette HVF spéciale pour aujourd'hui. Oui, donc vraiment, c'est... Moi, je trouve ça toujours hyper flippant, encore plus, quand tu vois... C'est pour ça, les histoires vraies et flippantes, mais c'est vrai, je trouve que quand tu vois des preuves comme ça, je me rappelle d'une vidéo que tu avais fait sur le tueur du Zodiac,
Mais moi, ça m'a traumatisé, Ouais, ça. Avec ouais. les lettres et tout, Ouais. tu te dis, purée, c'est quand même... Ouais. Il y a des malades comme ça Ouais. qui se disent, je vais écrire, quoi. Ouais, c'est ça. Et à l'époque, en fait, ils n'avaient pas peur des avancées Ils scientifiques. cherchaient un peu. C'est Ils ça. avaient besoin de reconnaissance, en C'est fait. ça, ouais. C'est dingue. Et généralement, tu retrouves souvent ça sur certains tueurs en série. C'est des gens qui aiment la visibilité, aiment faire peur, aiment être reconnus. Ouais. Et donc, justement, ils envoient des lettres, ils passent des appels téléphoniques. On le verra dans les recommandations. Je parlerai d'un livre, C'est justement, qui parle de tueurs en série. Et... Mais là, justement, dans le chat, j'ai Entrenard, qui est notre modo, qui nous a dit que ça fait, selon ses calculs, environ 25 000 $ aujourd'hui, la demande de rançon, Voilà, ok. de rançon, Donc, tu vois, du coup. C'est Donc, quand même en une base belle de... somme. C'est fou quand même. 1500. Bon, l'inflation a bon dos. Ouais. 25 000 $. C'est ça. C'est ce que vaut du coup leur fille. Mais vas-y, je Et te du laisse coup, on continuer. est après la seconde lettre. Donc Perry Parker, à ce moment-là, ne sait pas quoi faire, il peut payer, mais vu qu'il a déjà contacté les autorités, il demande conseil auprès des enquêteurs mis sur l'affaire. Et les agents lui conseillent bien sûr de ne pas payer. D'après la lettre, ils ont 3 jours avant le rendez-vous pour la remise de rançon. Donc il faut absolument utiliser ces 3 jours pour mener l'enquête et tenter de remonter à ce monsieur Cooper. Sauf que le type qui a enlevé Marion, il est lui aussi à Los Angeles. Il voit bien dès le premier jour que tout le monde commence à parler de l'enlèvement. Il remarque aussi les patrouilles qui sont plus nombreuses. Les barrages, on parle à ce moment-là de 2000 policiers d'un coup qui vont être mis sur la disparition. Donc bon, niveau discrétion, ça se remarque, tu vois. Et puis pour l'époque, c'est beaucoup aussi de personnes mises sur le cas. Surtout qu'à l'époque, on est, comme toujours, même à notre époque, là, ça reste pareil, on est sur une petite fille de 12 ans. Les parents se montrent, vont tout de suite voir les enquêteurs, paniquent, donc l'enquête, elle est lancée immédiatement pour Et il y retrouver avait déjà la petite. l'alerte Amber à ce moment-là ou... Non, l'alerte Amber, elle est arrivée bien plus tard. Ok. Alors, j'ai pas l'histoire exacte, mais c'est suite à l'enlèvement d'une certaine Amber, justement, que cette alerte a été créée. Et puis ensuite, en France, on a eu une autre alerte enlèvement à nous-mêmes. Ouais. Ok. Et puis voilà. Et du coup, voir ces 2000 policiers dans Los Angeles, le ravisseur, ça le rend fou. Alors, pour mettre encore plus la pression sur la famille, il passe des appels anonymes, envoie des télégrammes et presse Perry Parker. Il lui donne rendez-vous dès le soir du 16 décembre, 24 heures après l'enlèvement, dans une petite rue de Los Angeles pour payer la rançon. Monsieur et Madame Parker acceptent et ne disent rien aux enquêteurs. Mais ce que Perry ne sait pas, c'est qu'une patrouille est missionnée depuis le début pour camper devant son domicile pour justement sécuriser la famille. Cette voiture, elle va suivre Perry Parker jusqu'au point de rendez-vous et le ravisseur va bien voir que au loin, Perry Parker, il arrive suivi par des flics qui sont en civil une centaine de mètres plus loin. Donc le ravisseur va s'en apercevoir et ne vient pas au rendez-vous. Une nouvelle lettre arrive au domicile des Parker après cet échec. Lettre écrite par la petite Marion Parker disant « Cher papa et maman, j'aimerais pouvoir rentrer à la maison. Je pense que je mourrai si je dois rester comme ça plus longtemps. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi tout cela a dû m'arriver ? Papa, s'il te plaît, fais ce que cet homme te dit, sinon il me tuera si tu ne le fais pas. Ta fille adorée, Marion Parker. PS, Horrible. s'il te plaît papa, je veux rentrer à la maison ce soir. » Mais c'est horrible. Et donc là, le ravisseur met la pression justement en faisant écrire la fille pour réussir à avoir Oh purée, mais c'est... le rendez-vous derrière. Une nouvelle nuit passe sans Marion. Tout au long de la journée du 17 décembre, les Parker reçoivent plus de télégrammes leur demandant toujours ces 1500 $ et ces certificats d'or. Mais pas de nouveau rendez-vous jusqu'à 19h35, heure à laquelle le ravisseur appelle au domicile des Parker et leur ordonne de venir maintenant au point de rendez-vous dans le sud de Los Angeles avec l'argent pour 20 heures. Cette fois, Perry réussit à sortir de chez lui sans qu'aucune patrouille ne le prenne en filature. Il se rend au point de rendez-vous avec l'argent et attend. Une voiture arrive rapidement, se met à sa hauteur. À l'intérieur, un homme cagoulé avec un fusil à canon scié. Sur le siège passager, Marion, un chapeau sur la tête, recroquevillée sur elle-même, entourée dans un linge. L'échange est rapide. Le ravisseur explique que Marion va bien, qu'il veut l'argent et qu'il va la déposer un peu plus loin. Perry
Perry tend le sac avec les 1500 $ et les certificats d'or. Le ravisseur démarre, fait une centaine de mètres et jette Marion sur le bas-côté. Le père sort de la voiture, se précipite vers sa fille, la prend dans ses bras, lui demande si elle va bien et se rend compte que quelque chose ne va pas. Marion ne répond pas. Elle a les paupières ouvertes, mais ses yeux sont livides, ne réagissent pas. Alors, Perry Parker commence à enlever le linge qui entoure sa fille pour prendre son pouls, voir si elle va bien. Et là, c'est l'horreur. Il se rend compte que sa fille est ouverte au niveau du ventre, remplie d'une sorte de chiffon et de papier. Plus horrible encore, sa fille n'a plus de bras. Arrête! Ni de jambes. La petite a été démembrée. Il n'a en fait dans ses mains que le torse et la tête de la petite. Le reste est absent. Si les yeux de Marion sont pourtant ouverts, c'est uniquement parce que ses paupières ont été cousues. Attends, il faut 5 secondes. Tu sais que dans tes HVF, des fois, je mets des pauses parce que je peux pas. Ouais, surtout là, les enfants, les histoires qui touchent comme ça. J'ai du mal. Enfants, en fait, j'ai tellement de mal à concevoir que. Parce que tu vois, on en parlait tout à l'heure en off. J'ai vraiment du mal à concevoir qu'il y ait certaines personnes qui soient capables de telles atrocités, quand bien même l'histoire familiale ou l'histoire qu'ils ont vécue. Je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui ont eu un passé compliqué, qui ont eu des abus, qui ont été victimes eux-mêmes. Mais je trouve qu'en rien, ça n'excuse le comportement qu'ils ont derrière, quoi. Ouais, surtout là, quand tu vas voir... parce que dans certaines affaires, il va y avoir des motifs de vengeance, des histoires derrière. C'est incompréhensible. Tu ne peux pas faire de mal à des petites, mais ces gens-là vont tenter de s'expliquer, de dire ouais, en fait, si j'ai fait ça, c'est parce que ça... Mais là, tu vas voir qu'en plus, dans cette affaire, l'explication du type, elle est inaudible de toute façon. Vas-y, on t'écoute. Les hurlements du père de Marion ce soir-là vont réveiller le voisinage qui va alerter les autorités. Dans les parcs alentours, ce sont 6 paquets qui vont être retrouvés contenant chacun les bras, les mains, les jambes et les pieds de Marion. Ouais, donc en plus, il avait prévu son coup, quoi. Ouais, il s'en est débarrassé après, pardon. C'est horrible. Et à partir de là, l'enquête va avancer à une vitesse folle grâce à plusieurs éléments, mais surtout parce que l'on va retrouver la voiture du tueur abandonnée. Sur cette voiture, on relève des empreintes digitales. Et ça tombe bien, puisque ces empreintes, les enquêteurs peuvent facilement les comparer à un homme en particulier qu'ils ont dans leur viseur depuis quelque temps, mais bon, sans rien, ils ne pouvaient pas investiguer de ce côté-là. Un certain William Hickman, âgé de 19 ans, qui l'année dernière a eu des soucis avec Perry Parker. Il a été viré de la banque dans laquelle travaille Perry suite à l'un de ses témoignages parce qu'il falsifiait des chèques pour les mettre sur son compte. Pendant la procédure, ses empreintes ont été prises et elles matchent parfaitement avec les empreintes retrouvées sur la voiture du tueur abandonné. Les enquêteurs se rendent donc dans son appartement, qui est à l'abandon désormais. On trouve à l'intérieur des traces de pas ensanglantés, des brouilles de lettres de rançon, des coupures de journaux parlant de l'enlèvement. Traqué à travers l'Amérique, Edward Hickman est arrêté le 22 décembre dans l'Oregon et renvoyé à Los Angeles. Il avoue tout de suite le meurtre et se dit malade. Il plaide la folie, ce qui est autorisé à l'époque en Californie. Ça, c'est fou. On pouvait plaider la folie pour dire que on était juste pas responsable. Et donc tu échappais dans ce cas-là à la peine de mort. La peine de mort, ouais, c'est ça. Il dit avoir agi sur les ordres d'une divinité surnaturelle qu'il appelle Providence, mais surtout, il prend plaisir à revivre le meurtre de Marion. J'entre pas dans les détails, mais il parle des spasmes musculaires, de la musique Bye Bye Pretty Baby qu'il a écouté, de comment il a procédé dans sa baignoire, du fait qu'il ait été voir un film après ça, avant de réaliser que maintenant Marion était morte, donc pour la remise de rançon, ça allait être compliqué. En plus, il l'avait démembrée. Alors, il a
cousu ses paupières et l'a mise dans un linge pour qu'on ne remarque pas l'absence de ses bras et de ses jambes. Il dit s'en être débarrassé principalement parce qu'elle commençait à trop se plaindre, à faire trop de bruit et elle avait vu son visage. Alors il s'en est débarrassé. Mais pourquoi découper? Certainement par plaisir sadique. Edward Hickman ne s'est finalement jamais vraiment expliqué sur le motif du meurtre. Il a plaidé la folie, a parlé de divinité, mais ça n'a pas convaincu les jurés qui l'ont condamné à mort et pendu le 19 octobre 1928. Géraldine et Perry Parker ont pleuré leur petite Marion toute leur vie et ont demandé à tous de ne pas en vouloir à Marie, la secrétaire ayant laissé partir Marion aux mains d'Edward Hickman. Oh purée. Edward Hickman, pardon. Je suis mitigée entre ta diction, avoir l'impression d'avoir regardé une HVF en live, et vraiment bravo parce que c'était incroyable. Genre, moi, je me suis délectée. Je sais pas ce que vous en avez pensé, le chat. Mais l'histoire est dure. Malgré le fait que l'histoire soit terrifiante, d'avoir ça raconté d'une telle manière en live, c'est quand même un privilège. Donc je pense que vous pouvez tous remercier Joris dans le chat. J'attends le chat, j'attends. Comme je dis toujours, j'espère que ça vous a plu malgré l'horrible histoire. Mais c'est ça, c'est toujours en fait, ça avec le true crime. C'est toujours ce truc où tu te délectes malgré tout parce que c'est quelque chose qui, c'est des histoires qui ne te concernent pas. Donc tu restes intrigué. Je pense qu'il y a une espèce de curiosité. Malsaine, et encore une fois, comme on disait au début du live, il y a aussi ce côté curiosité qui peut aussi parfois te sauver la vie. Mais en effet, c'est difficile d'entendre des affaires comme ça qui... C'est fou en fait de se dire que l'humain est capable de faire des choses pareilles, quoi. Tout le monde te remercie dans le chat. Je pense que là, vraiment, tout le monde est heureux. Merci ça me fait beaucoup. Plaisir. Là, vraiment, tu as réjoui tout le monde malgré... Surtout que la diction comme ça en live, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Alors en plus, ce qui est dingue, c'est que moi, d'un point de vue vraiment 100% viewer, quand je vois tes HVF, je me suis toujours demandé si tu lisais un prompteur. Non, j'ai pas, non. Tu apprends par cœur? En fait, j'ai un script à côté. Et je déroule face caméra sans regarder, clac, 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 clac. Et quand je me dis, ah mais c'est quoi ce micro-détail là que j'ai oublié, je regarde. Ok, j'en suis à peu près là, et paf, 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 je déroule. Mais non, j'ai pas de prompteur. Et donc tu déroules face cam, même quand ensuite tu mets des images par-dessus, genre au montage. Ou alors quand tu fais, genre par exemple, quand tu mets des images, tu fais une voix off. Ouais, je fais de la voix off aussi. Ok, purée, mais quel taf. Voilà, mais je préfère sans prompteur parce que c'est plus naturel en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que puis t'as moins l'impression de lire, t'es moins robotique. Et moi je peux, parce que tu sais, le texte je l'écris beaucoup, je le travaille beaucoup. Mais quand t'es face caméra, c'est pas pareil. Tu vas avoir tendance à dire d'autres mots, d'utiliser d'autres phrases. Comment dire tu ne vas pas parler comme tu écris en fait parfois. Mais le truc c'est que quand même, pour avoir une diction comme ça, tu dois quand même t'imprégner des histoires. Ouais, ça n'a pas de répercussions psychologiques sur toi? Le plus dur, c'est les affaires qui touchent à des enfants. Celle qui m'a le plus touché, c'était vraiment Sabine Dardenne, parce qu'elle a écrit un livre sur le calvaire qu'elle a vécu dans la cave de Marc Dutroux. Et elle raconte tout. Et franchement, je ne l'ai pas montré en vidéo, mais quand tu finis le bouquin et tu finis le texte, waouh! T'as du mal à comprendre comment les gens arrivent à vivre encore après des traumatismes comme ça. Et en fait, je pense que les victimes... Alors attention, moi, c'est vraiment du comptoir ce que je vais dire, mais j'ai l'impression que les victimes écrivent ce livre pour un peu voilà, c'est mon histoire. Voilà, je l'ai mise en bouquin, mon histoire, elle est là. Elle est toujours dans ma tête, mais... Voilà, en tout cas, je l'ai mise en livre. Ce poids que j'ai, il est là dans ce bouquin, tu vois. Puis il appartient aux autres, finalement. C'est plus tant à toi, quoi. C'est ça. Puis parce qu'il y a des victimes, moi, je garde toujours une ligne rouge dans les HVF, parce que même si ça reste du true crime, il y a des détails, jamais j'entrerai. Des fois, tu as les petites qui écrivent tout ce que le ravisseur lui a fait vivre, mais vraiment dans tous les détails. Et moi, ce genre de choses, je suis obligé de le lire. Mais je ne le mets pas dans l'HVF. Et c'est pour ça qu'à la fin de l'écriture du script... Ça me dégoûte. À la fin de l'écriture du script, il y a des moments où tu te dis waouh. Moi, je crois que je pourrais pas. Tu vois, genre, j'ai fait des vidéos sur le paranormal, des histoires paranormales, ce genre de choses, mais j'ai essayé un jour d'enregistrer une vidéo sur C'est une des familles les plus incestueuses des États-Unis. D'accord. Et j'ai essayé d'enregistrer une vidéo dessus. Pourtant, j'ai travaillé pendant 1 mois sur le script et tout. Et en fait, je te jure qu'à la lecture de la vidéo, j'arrivais pas. Je la dictais et tout, j'avais préparé mon texte et tout, je disais les trucs et en fait, j'arrivais pas à dire les atrocités
qui étaient perpétrées sur des ouais. enfants de 6 mois, 20. Je pouvais pas. Ouais. C'était impossible pour Ouais. moi. Genre, c'est comme si mon cerveau me disait non, là, ça va trop loin en Ouais, fait ouais. dans ce que tu es capable de faire parce que ça va trop loin. Juste, j'y arrivais pas. Ouais. Et donc, j'ai quand même beaucoup de respect pour les gens qui sont capables parce que c'est quand même, enfin, je trouve ça fou de pas avoir de prendre suffisamment de distance parce que c'est dur, quoi. Moi, des fois, c'est surtout quand je fais de la voix off, quand tu vas citer ce qu'une victime a dit ou elle a vécu vis-à-vis du ravisseur. Là, c'est dur. Des fois, tu dois t'y reprendre à plusieurs fois parce que tu lis et d'un coup, tu te dis waouh. Ouais, c'est trop, quoi. Ouais, C'est trop. Ouais, ouais. Et ça, tu le dis dans tes livres et dans ta revue, en plus, que tu veux lancer, là. Du coup, ça en est où, le projet? C'est une revue. Alors là, il nous manque 2000 abonnements pour lancer la revue. Le chat. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est le moment. C'est une revue sur abonnement à 3,75 € par mois. C'est une revue de 144 pages trimestrielles. C'est énorme, ça. Ouais, bah en fait, le but, c'est que... Moi, ce que je veux, c'est pas, c'est pas utiliser le true crime comme un truc un peu malsain, genre dire je fais des livres, je fais une revue, je fais des vidéos. C'est toujours avoir un truc de qualité, quoi. Donc, dans la revue, tu as des illustrations, on parle cold case, tueur en série, enquête, on a des suivis de procès, des interviews. Voilà, sur abonnement à 3,75 € par mois. Il y en a 4 par an, de 144 pages chacune. Et là, il nous manque actuellement, du coup, 2000 abonnements pour lancer le projet. Parce que c'est comme tous les projets, hein, tu connais, il faut un financement pour être sûr que ça puisse rouler, pour pas avoir de problème derrière. Et donc, voilà. Ouais, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, c'est vrai qu'on a tous envie de lancer des projets, mais on n'a pas tous les fonds et qu'à un moment donné, on fait... Ouais, c'est ça. Et puis, tu peux pas te jeter... à corps perdu dans un truc qui va te mettre dans la merde. Les gens fantasment parfois Internet, etc. Je sais que j'ai eu des commentaires parfois m'écrivant mais tu peux pas la financer toi-même et tout. bah non. Bah non. Sinon je l'aurais demanderais fait. pas. Bah oui, ouais. c'est ça. Là, si tu veux, je peux la financer. Allez, donne-moi le budget. Bon, je la finance 2 semaines. Je vais payer l'aller-retour du journaliste en TGV, l'hôtel et tout. C'est ça. Et après, voilà quoi. Bah ouais, c'est ça. Et l'imprimeur, comment je le paye? Bah tu le payes pas. Ah, mais dis donc, Loris. J'ai pu imprimer 30 revues. Ah non, c'est pas possible. Ouais. Mais du coup, pour retrouver ton projet, c'est sur ton Insta. Je crois que tu as mis le lien dans ta bio. C'est le lien, c'est affaires-criminel.fr au pluriel. Trop bien. Voilà. On vous laisse aller checker ça. Allez vous abonner si vous avez envie d'avoir cette revue et soutenir le projet de Maxaise. Moi, de toute façon, je suis toujours la première à soutenir les projets de tout le monde parce que je sais ce que c'est de même, tu vois, sur ce projet-là, tu vois, de vouloir faire, de toujours vouloir donner plus aussi à la communauté et de proposer des projets de qualité, mais pas toujours être accompagné, avoir les fonds. Et c'est vrai que, voilà, c'est comme moi je dis toujours, c'est un peu le dicton que j'ai, quand vous allez chez la boulangère, vous payez votre baguette. C'est comme ça, c'est le jeu, et même si on produit du contenu gratuitement, il y a des fois où quand on a envie d'aller plus loin, on a besoin d'un peu de soutien, c'est un peu la vérité. C'est ça. Et donc voilà, mais tout est dans ton Insta. Tout est sur mon Insta et vous avez jusqu'au 1er novembre et après c'est fini. Vous n'avez plus d'excuses. On m'a envoyé un colis, c'est extrêmement rare d'habitude. Enfin non, c'est pas très rare. Dans ma vie, je reçois plein de colis. Mais pas ici. Donc je suis... Non, parce que en fait là, j'ai un peu peur du colis que je reçois. Alors... Ah bah écoute, regarde Joris, c'est quoi? Un savon, j'ai un peu de problème. Tu sais, il y a des gens comme ça, ils ont des problèmes à toucher des trucs. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai une pote à moi. Ouais, bah moi j'ai une pote, elle a du mal à toucher le coton. Ah non, pas tu vois? Et ben moi j'aime pas toucher les savons, donc je te le donne. Ah moi c'est les craies, ça me... Mais les craies, c'est que t'aimes pas les toucher ou t'aimes pas quand j'aime pas le les bruit? toucher, j'aime pas le bruit, ça me... ça me... Dites-nous le chat, est-ce qu'il y a des trucs que vous aimez pas toucher comme ça, qui vous dégoûtent un peu? Ça a une odeur ou pas? Bah, ça sent le... Le vieux? Ouais. Ah. Ça colle. J'ai dit ça au hasard. Ça colle. Tu sais que les personnes âgées ont une odeur, tu sais pourquoi? Parce que vu qu'elles vieillissent et que leurs cellules meurent... Arrête, t'es en train de me dire un vrai truc là? Ouais, je te jure. Alors, je crois que c'est vrai. J'avais lu le chat confirmé si c'est faux ou pas, dites-le tout de suite. Mais je crois que c'est une espèce de pré-odeur de décomposition. Stop! Je te jure, hein, le chat, dites-moi si j'ai faux ou pas, mais il y a des articles sur Internet. Arrête! Si, je te jure. C'est horrible! C'est vrai. C'est la vieillesse, justement, quand tu vieillis, ta peau, tes cellules, tes cheveux, les poils, etc. Le chat est choqué, hein. Ils sont en mode quoi? Je te jure que j'avais lu ça. PTDR, what the fuck? On a carrément ça. Je crois, oui. Si vous pouvez taper sur Google et tout, je vous jure. Vrai, les gens, ils disent que c'est vrai. Je te jure. La putrécine.
Comment ça, la putrécine? Voilà, bah, c'est peut-être le Mais nom. c'est un vrai truc. Mais ouais, je te jure, c'est vrai. Pour la petite information, ce qui est super mignon, c'est que je le dis, mais mon arrière-grand-mère a fêté ses 104 ans hier. Voilà. Et elle sent bon ou... Non, bah, elles sent pas la putréfaction en tout cas. Je vais la voir dans un mois, donc merci. Tu feras un petit... Ah, mamie, là... Tu peux pas me faire rire sur mon arrière-grand-mère qui vient de fêter ses 104 ans, putain. C'est horrible. La mamie, l'odeur... Je peux pas. Pardon, j'ai besoin d'une pause. Bon, alors, t'as reçu... Enfin, je t'ai C'est un filé le savon. Moi, je veux pas le prendre. Alors ça, c'est une lettre sur une vraie affaire. D'accord, Alors, je sais pas si c'est une HVF, d'accord. mais c'est une vraie affaire. C'est du true crime. C'est du true crime. Puisque du coup, aujourd'hui, on est vraiment dans le mix paranormal Ouais, true crime. super. Donc là, c'est du true crime. D'accord. Donc pour les gens qui arrivent sur le chat, sachez que c'est une vraie histoire. Je compte sur vous pour le rappeler à toutes les personnes qui arrivent, entre parenthèses. J'espère que c'est vraiment ça. Bon. 2 mars 1946. À l'intention de la rédaction du Phénix, c'est moi, vous trouverez ci-joint mon article sur l'affaire de la savonneuse de Correggio, en espérant que ma lettre ne se perde pas. Carla Gatti. Dans une petite ville italienne apparemment paisible, où les ruelles étroites résonnent habituellement des voix familières et des échos du quotidien, une horreur indicible vient de secouer la communauté. Leonarda Cianciulli, je ne sais pas lire l'italien, excusez-moi, une femme que beaucoup considéraient comme une voisine aimable et une mère dévouée, a été démasquée comme l'auteur de crimes aussi macabres que déroutantes. Cette femme, désormais tristement surnommée la savonneuse de Correggio, est responsable de 3 meurtres sordides. 3 meurtres sordides qui défient toute explication rationnelle. Donc c'est Ah, la cette photo, ouais. vieille dame. J'aime pas les photos comme ça. Ah, je vois qui c'est, ouais. Ah, toi, tu connais l'histoire. Ouais. Tu lis trop de true crime. En même Mais temps, du c'est coup, on ton m'a travail, donné- mais enfin... Le chat, est-ce que vous la connaissez? J'espère que l'histoire sera moins flippante que le premier true crime. Apparemment, Ouais. t'as traumatisé tout le Du coup, monde. le savon, ça me rassure pas trop. Et encore, calmez-vous, vous n'avez pas vu ces vidéos, c'est encore pire que ce que vous croyez. L'affaire Cianciulli commence comme un murmure inquiétant, à peine perceptible, mais devient bientôt un cri qui ne peut plus être ignoré. Les premiers signes se sont manifestés en 1939, lorsque Faustina Setti, une veuve d'âge mûr, disparut mystérieusement après avoir confié à ses amis qu'elle allait rencontrer un homme à l'étranger. Elle avait reçu l'assurance d'une nouvelle chance, d'un mariage et d'une vie meilleure. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette promesse venait d'une voisine qu'elle connaissait bien, Leonarda. Leonarda, commerçante, bien en vue, vivait une existence modeste mais respectable. Derrière les murs de sa petite maison se cachaient toutefois des secrets qui allaient lentement se révéler à la lumière, couche après couche, comme une lettre que l'on déplie avec précaution. Ce qui a commencé par un sourire poli et des conseils amicaux s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus sombre. Lorsque Faustina disparut, personne n'aurait pensé que Leonarda puisse être impliquée. Après tout, elle était une mère attentionnée, une figure connue de la communauté, mais peu après, une autre femme, Francesca Saovi, s'évapora à son tour. Comme Faustina, Francesca avait été attirée par la promesse d'un emploi. Toutes deux avaient confié leurs économies à Leonarda, pensant qu'elle partait pour un nouveau départ. C'est triste en fait. Ça arrive souvent dans les affaires anciennes, justement, que les gens débarquent comme ça chez d'autres personnes, mettent leurs économies dans un petit sac, dans une chambre, et d'un coup, il n'y a plus personne. Ouais, en fait, Il y a une histoire de tueuse en série comme ça qui s'appelait Dorothée Puente aux États-Unis, qui avait une espèce de maison d'hôtes où elle disait un petit peu aux gens qui n'avaient pas trop de famille ou des personnes âgées de venir chez elle. Elle les tuait, elle prenait leur argent, leur assurance vie et elle les enterrait dans son jardin. Oh là là. C'est rare en plus les cas de tueuses. Ouais. C'est rare, et il n'y en a Ouais. pas beaucoup. Hein. Ouais, parce que les femmes ont plus tendance à empoisonner qu'à faire des crimes très sanglants. Et sur Dorothée Puente, justement, il y a eu toute l'enquête, etc. Et tu as les images d'époque à un moment où tu vois les flics dans son jardin qui creusent Mais c'est pas vrai. Et qui trouvent comme et ça qui trouvent plein de gens, en fait. Ah, purée. Et donc, tu as les camions avec les brancards. Ah, purée. Et qu'ils les débarquent comme ça. Ouais. Oh mon Dieu. Ouais, ouais. Ah, bah, je ne connais pas encore l'issue de cette histoire. Lorsque Faustina disparut, et non ça je te l'ai dit, ce n'est qu'après la disparition de la 3e victime, Virginia Cacioppo, une ancienne chanteuse d'opéra, que la toile complexe tissée par Leonarda commença à se défaire.
Les proches de Virginia, inquiets de ne plus avoir de nouvelles, ont signalé sa disparition aux autorités. Peu à peu, les liens entre ces femmes disparues et Leonarda devinrent trop nombreux pour être ignorés. Mais personne ne pouvait encore imaginer l'ampleur de l'horreur qui allait suivre. Lorsqu'elle fut arrêtée, Leonarda confessa avec un calme glacial des actes qui glacèrent le sang des enquêteurs. Ces meurtres n'étaient pas simplement des crimes motivés par l'argent, non. Il y avait une logique encore plus tordue, plus terrifiante, qui se cachait derrière chaque geste. Les femmes, une fois attirées dans sa maison, étaient assassinées, puis découpées avec une précision morbide. Ce qui est encore plus choquant, c'est ce qu'elle fit des corps. Si j'étais toi, je lâcherais le savon. Ah bon? Ce n'est qu'une Ça colle un peu. proposition. Je ne sais pas, je le sens mal. Leonarda ne se contentait pas de se débarrasser des restes de ses victimes. Non. Elle avait trouvé un usage terrifiant pour la chair et le sang de ses femmes. Dans ses confessions, elle raconta comment elle utilisait les corps pour faire du savon. Du savon qu'elle fabriquait et distribuait parfois à ses voisins. Mais ce n'est pas tout. Avec les restes de graisse humaine, elle confectionnait également des gâteaux qu'elle partageait lors de repas avec ses amis et des membres de sa famille sans qu'ils ne se doutent jamais de rien. Oh l'horreur. Ça me dégoûte. Le chat choqué. Plus effrayant encore, je rigole mais c'est nerveux, Leonarda expliqua que ces meurtres n'étaient pas des actes de simple cruauté. Elle croyait fermement qu'ils étaient nécessaires pour protéger sa propre famille. Mère de plusieurs enfants dont certains étaient décédés en bas âge, elle pensait être victime d'une malédiction. Ces sacrifices, disait-elle, étaient une offrande pour conjurer ce sort et préserver la vie de ses enfants restants. Son propre passé, marqué par la pauvreté, les superstitions et une relation toxique avec sa propre mère, semble avoir nourri cette folie meurtrière. Elle avoua que c'est sa propre mère qui l'aurait maudite et que, depuis lors, elle avait été hantée par la peur de perdre tous ses enfants. C'est cette terreur qui l'aurait poussée à ces actes abominables. Mais j'ai du mal avec ça. Elle a sacrifié 3 femmes. 3 femmes gratuitement. Pour se protéger alors. Pour faire des offrandes sacrificielles, pour se protéger de la malédiction que sa mère lui aurait jetée. D'accord, et donc elle en faisait... du savon et des gâteaux. Du savon et... Mais ça va pas ou quoi? Ben ouais, des gâteaux. C'est pour ça que ça colle un peu. Oh, purée, arrête. Oui, c'est fou. Purée, pendant que je bouffe des M&M super. Bah désolé le des chat. Des gâteaux. Je savais à peu près pour les savons, je connaissais l'histoire de loin. Mais les gâteaux, j'étais vraiment... Après, tu l'as vu, la saison d'American Horror Story où elles font des comment ça s'appelle? Ils tuent des gens et c'est un boucher et genre ensuite ils les mettent dans des tourtes. Ah non, American Horror Story, j'ai regardé les premières saisons, mais j'ai pas été très loin parce que... T'as pas aimé? Arrête! Bah j'ai bien aimé les premières saisons. Bon après le reste, ça m'a un peu... Je n'ai rien dit. Voilà, ça m'a pas... Qui veut un cupcake? Ah bah, non merci. On termine quand même cette histoire. Le tribunal a entendu ses confessions avec stupéfaction et les habitants de Correggio, qui la connaissaient comme une commerçante avenante, sont toujours sous le choc. Comment une femme, une mère, peut-elle sombrer à ce point dans l'horreur? Comment expliquer cette transformation? Était-elle véritablement une victime de la folie ou était-elle consciente de la gravité de ses actes? Leonarda a été condamnée à 30 ans de prison, suivie de 3 ans dans un asile psychiatrique. Même dans sa cellule, elle persiste à dire qu'elle ne regrette rien. Pour elle, ce qu'elle a fait était nécessaire. Les 3 femmes qu'elle a sacrifiées n'étaient, dans son esprit, que des pions dans un jeu cosmique beaucoup plus vaste, destiné à la protéger, elle et sa progéniture. On retrouve ça des fois chez certains tueurs en série qui tuent en pensant que les personnes vont revivre dans un autre monde pour soit les protéger ou juste ils se disent oh, de toute façon je la tue là mais elle va revivre, c'est pas grave. Alors aujourd'hui, alors que l'affaire touche à sa fin, une question demeure. Quelles autres horreurs cette femme aurait été-elle capable de commettre si elle n'avait pas été arrêtée? Ses victimes, elles, n'auront jamais de réponse. Elles sont parties, emportant avec elles les secrets de leur faim. Et Leonarda, désormais célèbre sous le surnom de la savonneuse de Correggio, restera à jamais une énigme sinistre dans l'histoire criminelle. Ah, c'est fou ce genre d'affaire. Je trouve ça, en fait, c'est fou parce que du coup, à quel moment tu arrives à la... Je suis un peu mitigée sur ce genre d'affaire parce que évidemment c'est horrible, évidemment, mais
quand t'as quelqu'un qui est tellement persuadé que ce qu'elle fait, Ouais. c'est pas mal, tu sais, c'est compliqué parce que tu te dis, mais comment tu peux juger quelqu'un qui, en fait, juste malheureusement pour elle ou pour lui, a une maladie mentale qui fait qu'elle Ce que n'est j'allais pas dire, après, tu capable rentres dans la maladie mentale, ouais. tu vois, de concevoir si oui ou non c'est bien, c'est quoi la valeur du bien, c'est quoi la valeur du mal, enfin c'est... Ouais, puis ce genre d'histoire ancienne, c'est compliqué parce que tu n'as peut-être pas ensuite accès aux interrogatoires, aux vrais témoignages pour entrer vraiment dans la psychologie de la personne, tu vois. Ouais. Parce que aujourd'hui, avec les interrogatoires qui sont filmés, tu le vois tout de suite. Tu vois, si le type il te regarde et dit non, mais moi j'ai fait ça parce que ça. Et tu sais, je crois qu'en plus, à l'époque, à mon avis, tout ce qui était les questions de santé mentale, ce genre de choses et tout, c'était quand même moins... C'était juste tout de suite classifié comme de la folie. Ouais. C'était pas comme maintenant où, tu vois, on a plus la notion des maladies mentales, de tout ce qui peut avoir des pathologies, où on va essayer de se renseigner. Est-ce que la personne est bipolaire? Est-ce qu'elle a un... C'est ça, ouais. Tu vois, est-ce qu'elle a un problème, un trouble... Enfin, bref. Avant, on s'en fichait, c'était quoi. vraiment, t'es fou, quoi. Ouais. Paf, basta, et puis on cherchait rien d'autre. Oui, c'était ça, c'était de la folie ou de l'hystérie, mais on n'allait pas chercher plus loin sur ce que c'était, quoi. Ouais. Du coup, je sais pas, le chat, vous en pensez quoi? Vous avez pas vu le van? Il est là, regardez. Ça a traumatisé tout le monde, cette histoire de van. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose où on aurait dû la... Enfin bon, de toute façon, elle a pris 30 ans, hein, donc c'est pas comme si elle avait rien pris du tout. Mais quand même, quoi. Ouais, c'est compliqué ce genre d'histoire quand les gens t'expliquent justement qu'ils font ça pour une raison un peu occulte, parce que t'as envie qu'ils t'expliquent autre chose, en fait. Tu vois, genre tu vas voir les familles ou quoi, et tu leur expliques que... Leur fille de 26 ans, si elle a été découpée et transformée en savon, c'est parce que l'autre... transformée en savon, bah oui, c'est ça. C'est parce que l'autre, elle l'a sacrifiée, en fait, pour la protéger. Ouais, c'est ça. C'est des raisons... Non, ça n'a pas de sens, en fait. Mais à côté de ça, tu te dis, elle a passé 30 ans de sa life en prison, sans savoir pourquoi, peut-être. Ouais, aussi, si elle est vraiment malade, par contre... C'est ça. En fait, c'est ça le problème, c'est que du coup... Est-ce que Max Case peut relire? Je crois que tu lis mieux que moi. Tu veux lire la dernière histoire? C'est destiné à Marie, mais du coup, ce sera à Joris. Allez, hop. J'ai compris, le chat, il n'y a pas de problème. Je vous déteste. On est quand même chez moi ici, mais bon, apparemment, Joris lit mieux les histoires. Sauf si tu dis coucou. Il y a des gens qui disaient elle a encore envie. Ah bah non, là, je pense que depuis 1926, à mon avis, elle est morte. Elle avait même vu les photos. Je pense qu'elle est dead. À mon avis, là... Ouais, oui, elle est Ah bah oui, elle est morte. Là, c'est sûr. Enfin, à moins qu'elle ait l'âge de mon arrière-grand-mère, je pense qu'elle est morte. Voilà l'odeur. Hein. On va se méfier des confitures de mamie, là. Ah oui, désolé, Marie. Oh bah excusez-moi. Non, mais j'ai compris. Écoute, maintenant, Joris, tu vas être obligée de venir ici. Tous les mois, j'ai compris. Derrière le décor, voilà, tu vas te cacher là. Et tu sais, tu vas passer la tête, tu vas faire coucou. Comme ça, voilà. J'ai compris, c'est pas grave. Non, mais voilà, c'est bon si j'ai bien lu votre... Non, mais je boude pas. Vas-y, j'espère que tu liras mieux que moi. C'est sûr que oui. Allez, vas-y. Coucou. Arrête. Tu me décrédibilises. Je suis choquée. Chère Marie, l'histoire que je vais te raconter ne parle pas de fantômes ni de bruit dans la nuit. Je vais te parler d'une histoire qui m'est arrivée quand j'étais enfant et qui s'est transformée en une peur profonde, en cauchemar récurrent qui me hante encore aujourd'hui, nuit et jour. J'ai été élevé par ma mère. Je ne connais pas mon père aîné, ni frère, ni sœur. Nous sommes tous l'une pour l'autre et nous habitions à l'époque en banlieue parisienne. J'allais dans une petite école maternelle de quartier. Ma mère me déposait chaque matin et à chaque fois c'était un petit déchirement. Dans la cour de l'école, on voyait la rue à travers un grillage et je courais pour la regarder partir dans sa voiture et je pleurais. Je me souviens que les larmes me faisaient voir flou. Aujourd'hui, je te rassure, je suis beaucoup plus courageuse, mais à cet âge, j'étais une sacrée pleurnicheuse. T'es trop fort, Joris. Voilà pour le contexte. C'est important pour la suite que je plante de décor le décor. Marie, là, il y a une petite faute. Que je plante le décor de cette petite école avec vue sur la rue. Donc c'est très important. On retient bien que depuis l'école, on voit la rue. C'est important. L'histoire qui a bouleversé ma vie se passe un après-midi d'hiver pendant la récré. Comme tous les jours, ma peine du matin est loin et je joue avec mes amis. Je me souviens d'un détail, on jouait avec des gros pneus que les maîtresses nous mettaient à disposition dans la cour. Je te raconte ça car à chaque fois que j'en parle, ça surprend tout le monde. Alors que vraiment... Des pneus dans la cour, tu balances comme ça, tu les fais rouler, ça fait 50 kilos. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, à ma primaire, j'avais un terrain de foot et un terrain de basket. C'était pas mal. Ah,
c'est pas mal ça. Ouais, et pourtant, j'étais en fin fond de la campagne. Purée, nous on faisait une pauvre balle aux prisonniers, j'étais en plein centre de Lyon. J'avais pourtant, hein. aussi un truc de balle aux prisonniers. Pourtant, c'était vraiment en fin fond de campagne. Purée. Alors que vraiment, c'était des super jeux. On pouvait se mettre dedans, se les faire rouler, en se les passant. Bref, on était en train de jouer à un jeu où on essayait de rester en équilibre sur notre pneu quand j'ai vu ma mère qui passait le long de la grille à l'extérieur. Mon cœur se serre, je retrouve l'émotion du matin. Elle est à pied et elle longe la grille sans me regarder. Je cours vers elle en hurlant, je l'appelle, elle continue à marcher sans me regarder. Mon cœur se serre, c'est vraiment un souvenir terrible. Rien que de l'écrire, je retrouve presque mes sensations de l'époque. Donc elle voit sa mère passer dans la rue en face à travers le grillage pendant la récré. Ma mère s'arrête et se tourne vers moi. Elle n'est pas habillée avec des vêtements que je connais et il y a quelque chose de bizarre dans son regard. À travers la grille, elle plonge ses yeux dans les miens. Je lui dis « Maman !» Elle ouvre de grands yeux comme si elle ne me reconnaissait pas et me lâche une phrase qui n'a jamais cessé de résonner dans ma tête. « Je ne suis pas ta mère !» Et elle repart en faisant un petit geste de la tête. Du coup, elle pense voir sa mère dans la rue. Mais c'est un film d'horreur, son truc là. Enfin, ton truc, c'est la lettre qu'on m'a adressée à moi. C'est un film d'horreur quand même. C'est horrible. Ouais, je ne suis pas ta mère. Je ne peux pas te décrire l'intensité du désespoir que la petite fille que j'étais a vécu à ce moment-là. Toutes mes angoisses d'enfant cristallisaient dans ce moment. Je me souviens que toute l'après-midi, je n'ai pensé qu'à ça. Ma mère ne me reconnaissait plus. J'étais convaincu que personne ne viendrait me chercher à la sortie de l'école, que je serais seul et livré à moi-même. En quelques heures, mon univers s'est complètement écroulé. La fin de journée venue, quand j'ai vu ma mère arriver habillée comme le matin, le temps s'est arrêté. Quand elle a posé son regard sur moi et qu'elle m'a fait un grand sourire en se baissant avec les bras ouverts vers moi, j'ai fondu en larmes. Elle me reconnaissait. Je crois qu'elle n'a pas dit quel âge elle avait. Mais c'est vrai que les enfants, tu vois, ce genre de truc... Bah oui, c'est... En fait, il y a deux prismes. En fait, t'as le côté où effectivement les enfants peuvent des fois se créer des histoires. Ouais. Et à côté de ça, ça part toujours d'une vérité. C'est-à-dire que les enfants ne savent pas mentir. Ils mentent à partir de quelque chose qui leur est arrivé et ils extrapolent, tu vois. Ça, psychologiquement, ça a été prouvé. C'est ça. Ouais. Mais ce qui est en fait encore plus terrible, c'est que si elle est jeune et qu'elle a eu ce trauma de sa mère qui lui dit « je te connais pas », je pense que pour elle, ça a vraiment dû être genre traumatisant, quoi. Et donc, elle était persuadée toute l'après-midi qu'elle avait plus de maman, quoi. Putain, mais l'horreur. Oh, la pauvre gamine. J'ai mis du temps à lui parler de l'événement de la grille, dont... ont été témoins les copains de récré. Elle m'a promise que ce n'était pas elle. J'ai fini par comprendre que j'avais croisé un sosie. Un doppelganger. Je pense que c'est ça, ouais. Ah, j'adore les doppelgangers. Mais depuis, et encore aujourd'hui, je fais des cauchemars très réalistes. C'est toujours le même cauchemar. Les gens m'oublient. Des amis, des collègues et même mon compagnon. Attends, comment ça ? Bah, elle rêve, en fait, ça l'a tellement traumatisée que maintenant, elle rêve que... Qu'on oublie qui elle est, quoi. Qu'on oublie qui elle est. Genre, elle rentre chez elle et les gens lui disent « Mais t'es qui ? Pourquoi tu rentres par là ?» Je les retrouve dans notre environnement habituel, mais ils ne savent pas qui je suis. Le supplice s'arrête que quand je me réveille. À chaque fois, avant de revenir totalement à la réalité, je retrouve la petite fille terrifiée qui pensait que sa maman ne la reconnaîtrait plus jamais. Et ouais, c'est un doppelganger, je pense. C'est Camille, je crois, qui s'appelle... Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Camille, qui nous a envoyé cette histoire. Et pareil, du coup, si vous avez envie de nous raconter vos histoires, vous pouvez le faire comme Camille. !para pour le document, vous pouvez tout nous raconter. J'ai fait une vidéo il y a peut-être quelques mois sur un cas de doppelganger qui est hyper connu, qui est le cas d'Émilie Saget. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. C'est une femme qui vivait dans les années 1920 en France. Et qui était maîtresse d'école. Et en fait, il y a eu plusieurs cas où les élèves de sa classe l'ont vue en fait en train de s'énerver contre les élèves, alors qu'en fait, elle n'était même pas présente dans la classe. D'accord. Et en fait, ils partent du principe, le doppelganger, il y a un côté très paranormal où on dit qu'en fait, c'est une partie de toi, un peu ton binôme maléfique qui sort un peu de toi, qui est une partie de toi qui est mauvaise ou qui est différente, mais qui est quand même toi. Tu vois, c'est vraiment hyper spécifique. Et elle, Émilie Saget, elle disait toujours qu'elle était hyper fatiguée, qu'elle comprenait pas pourquoi, elle n'arrivait pas. Enfin, tu vois, elle était toujours épuisée. Et en fait, il y a des enfants qui expliquaient qu'ils la voyaient en double.
Que genre, en fait, elle était devant le bureau, qu'elle écrivait un truc et qu'il voyait le doppelganger en train d'écrire quelque chose au tableau, qu'il voyait vraiment des histoires, enfin des trucs doubles comme ça. Je trouve ça hyper fascinant. Ouais, ça c'est terrifiant ce genre d'affaires. Ça marche vraiment sur moi, ce genre de truc. Ah, ça te fait flipper? Ah ouais, il y a beaucoup d'affaires avec, ou même des trucs inventés ou quoi, mais tu sais, avec des mécaniques comme ça, genre salut maman, j'ai vu que t'étais rentrée, tu prépares à manger, et puis t'as le SMS, mais non, je suis pas du tout rentrée, je suis pas dans la maison. C'est pas moi, genre je suis pas dans la maison, purée. Et ça, ces trucs-là, à chaque fois, waouh, ça part surtout super que, loin. en plus, dans la culture populaire, aujourd'hui, le doppelganger, on va vraiment dire ça pour quelqu'un qui ressemble. Genre, par exemple, on va te dire, tu vois, il y a 2 célébrités, c'est des doppelgangers parce qu'ils se ressemblent énormément. Il y a aussi ce mythe où on dit qu'on a tous un doppelganger. C'est-à-dire que vous avez sûrement déjà entendu le chat quelqu'un dire, oui, mais en fait, on a tous quelqu'un dans le monde qui nous ressemble comme 2 gouttes d'eau, qui est exactement comme nous. Ça. Mais bon, après, pour les rencontrer, tu vois, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, la probabilité pour que quelqu'un ait exactement la même génétique que nous, c'est quand même un peu bizarre. Je crois que j'avais découvert ce genre d'histoire des doppelgangers sur l'émission télé qui s'appelait à l'époque, je crois que c'était les Enquêtes Impossibles ou un truc. Pierre Bellemare? Non, c'était paranormal, c'était les enquêtes, tu sais, c'était le mec qui parlait 10 histoires extraordinaires. Ou je sais pas. Oui, ok. Terrifiant. Mais ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur. Moi, je me rappelle, j'étais gamin quand ça passait. Je m'en horrible. souviens, j'avais ma chambre de gamin à l'étage avec une petite télé. Ça me terrifiait, la voix du mec qui disait il s'est réveillé à 3h du matin, il a vu quelqu'un dans son Toujours couloir. Toujours à 3h du matin, t'as vu? Toujours. Jamais personne n'a pu expliquer ce qu'il avait vu. Ça, je te jure, j'en ai Les pas... 30 histoires, les gens ils disent. Voilà, c'est ça, les 30 histoires? Ouais, sûrement ça, les 30 histoires et c'est tout. Possible, en mais vrai. les gens connaissent, c'est sûr, c'est juste que j'avais pas le nom. Ouais, ça passait, je me rappelle, l'après-midi ou quoi. Surtout le soir, 20h30. Je me rappelle. Moi, je me rappelle de Pierre Bellemare. Genre, ça c'est Pierre Bellemare. L'histoire de Pierre Bellemare. Non, ça passait le soir. La soirée de l'étrange. La soirée de l'étrange. Ça, c'était ouf. Oh là. Les 30 histoires les plus mystérieuses. Ouais, tous ces trucs-là. Ouais. Quand j'étais gamin, en primaire, mais les nuits que j'ai passées avec ma lampe de chevet allumée. Tu lisais les chairs de poule? Alors, moi, je lisais pas les chairs de poule, non. Purée, moi, je lisais ça me faisait vraiment trop peur. Ah ouais? Ah ouais, les chairs de poule. Les nuits que j'ai passées avec ma lampe allumée, tellement j'étais terrifié, gamin. La lampe à côté de du lit, comme ça, genre, en espérant que ça te sauve. Ça me terrifiait. Ah, vraiment. Apparemment, tout le monde est traumatisé dans le chat. Ouais. On a tous été traumatisés par les mêmes trucs. Moi, ça va, je trouvais ça fun. Parce que, en fait, je crois que j'étais à un âge où j'y croyais, mais j'y croyais pas. Ouais. Jusqu'à ce qu'un jour, je me plonge vraiment dedans et je me disais, en fait, mais j'y croyais pas trop. Mais le format était tellement parfait, la voix du mec, l'ambiance, les histoires. Puis on savait jamais ce qui s'était vraiment passé. Ouais, c'est ça. Oui, je pense qu'il y avait un côté un peu roulette russe. Tu savais pas trop, tu savais pas, c'était. Ouais, j'avoue. Je regardais ça et tu regardais ça pendant 1h30. Et puis, c'était pas aussi démocratisé que maintenant. Parce que maintenant, tu vois, c'est toujours pareil. Tu cherches des podcasts, tu cherches des vidéos, t'en trouves beaucoup plus facilement. À l'époque, c'était une fois toutes les 2 semaines que t'avais ce genre de truc. Et puis surtout, quand t'es gamin, tu regardes ça. Moi, perso... Je croyais à tout, tu vois. T'es gamin, tu dis, mais ça passe à la télé. Il y a des reportages, c'est sûr, je vois ce que tu veux dire. C'est terrifiant. Genre, parce que ça passe à la télé, c'est forcément vrai. Tu dis, c'est diffusé à la télé, mais ça fait trop peur, ça existe. Moi, c'est les trucs avec les ovnis comme ça. Dès que ça parlait de la zone 51 et tout, moi, ça me faisait péter un câble. J'étais là, et je regardais mon papy, j'étais là, mais ça existe. Et lui, il était là, oui. J'étais là, mais pourquoi tu me fais ça, t'es fou. Enfin bon, bref, je crois qu'on a débloqué les souvenirs de tout le monde dans le chat. Là, les contes de la crypte, les chairs de poule, on y est là. Les gens, ils disent, c'est nous devant tes vidéos en parlant de toi. Ouais, c'est vraiment ça. Ils raconteront dans 30 ans à leurs gosses. Ouais, moi, je regardais les vidéos de Max Sky, j'étais traumatisée. Je dormais la lumière allumée. Ouais, c'est ça. Oh putain. Bon, les amis, avant de se dire au revoir et de se retrouver le mois prochain, vous le savez, cette émission, c'est tous les mois. On va faire comme la dernière fois et on va vous donner de quoi patienter avec nos petites recommandations, nos derniers coups de cœur. Est-ce que toi, tu as quelques recos à nous faire? Ouais, alors moi, j'ai 3 recommandations. La première, c'est une chaîne YouTube qui sort complètement du domaine true crime, paranormal. C'est ce que j'aime regarder. C'est une chaîne de jeux vidéo qui s'appelle... Alors, que je ne me trompe pas, ça s'appelle... Restons Thomas ou Bonjour Thomas. Toujours Thomas, Toujours Thomas, que je ne me trompe pas. Et c'est quelqu'un qui fait des rétrospectives de jeux vidéo. Et même si vous n'aimez pas le jeu vidéo ou que vous ne jouez pas et tout, c'est
passionnant. Il fait des vidéos d'1h30, 2h dans lesquelles il retrace toute l'histoire en fait de jeux vidéo comme Resident Evil, Assassin's Creed. Cool. C'est du storytelling sur un jeu. Mais en fait, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne retrace pas que l'histoire du jeu. Il dit pas, bon voilà, alors il se passe ci, il se passe ça. Non, il parle aussi un petit peu du développement, de l'évolution du jeu. Il parle de l'époque. C'est cool. C'est génial. Il parle de tout et c'est pour ça que même si vous n'êtes pas intéressé par le jeu vidéo, je pense que ça peut quand même, parce que vous en apprenez plus sur l'époque pendant laquelle le jeu est sorti, l'évolution du studio. Moi, franchement, j'adore. Putain, trop bien. Et t'as une autre reco ? Ouais, la deuxième recommandation, c'est la BD RIP. Alors là, par contre, ça va matcher avec RIP comme... RIP, ouais, c'est ça. Comme... Et en fait, c'est une BD en 6 tomes. C'est ultra intéressant. Alors, mon résumé, attention, ça va peut-être être un petit peu bancal. Vous suivez une équipe qui est chargée de nettoyer des scènes, alors que ce soit des scènes de crime ou juste des scènes où des personnes âgées sont décédées. Et ce qui est génial, c'est que déjà, c'est dessiné d'une manière, mais c'est vraiment génial. Et surtout, dans chaque BD RIP, chaque BD est focus sur une personne de l'équipe. Et chaque personne de l'équipe a son côté sombre. Et donc tu vas avoir... Évidemment. Alors je spoil pas, mais tu vas avoir par exemple peut-être un pervers, un tueur en série. Ah, genre Dexter, quoi. Ah, c'est des trucs. Ah, purée. Et chaque personnage a son côté sombre. Et toute l'histoire, en fait, tu lis, et des fois dans les scènes de crime ou dans les scènes qui nettoient, tu sais, il se passe des trucs et tu comprends pas bien. Et puis, on revient dessus à la prochaine BD. Tu dis, mais en fait, si c'est passé ça, c'est parce que lui, il a fait ça, en fait. Et tout est lié. C'est bien fait. Franchement, c'est super. Si vous aimez... Ça, j'ai bien envie de lire. Si vous aimez les BD, le côté un peu trash gore, mais j'insiste vraiment, il y a vraiment un scénario, quoi. C'est vraiment super intéressant. C'est pas juste du gore. Ouais, c'est pas juste des mecs qui nettoient des scènes de crime et puis moi j'adore ça. Non. Donc voilà, c'est vraiment trop cool. Très intéressant. Ah, ça inspire tout le monde là. Tout le monde a envie d'aller lire la BD. C'est en 6 tomes. La BD, elle doit coûter 15 balles, je pense, et vraiment super, cool. super. Ça change des histoires de BD qu'on a l'habitude de. Ouais, comment dire. Et ça se lit super vite et c'est vraiment bien. Et peut-être une dernière reco. Ouais, une troisième recommandation, c'est un livre que je cite souvent, même quand des gens viennent me voir, peut-être un peu en dédicace et tout, quand ils me demandent des recommandations. C'est pour moi l'un des meilleurs livres de true crime que j'ai pu lire. Ça s'appelle BTK, l'étrangleur de Wichita. Alors, t'as pas fait une HVF? Alors si, j'en ai fait une HVF, mais comme toujours en HVF, même si l'HVF est très longue, en plus elle est en 2 parties. Je crois que j'ai déjà écouté un podcast qui a fait 4 épisodes sur ce gars. C'est possible ou pas? Parce que c'est une longue histoire, non? Ouais, c'est une très longue histoire. Et en fait, ce livre, il a été écrit par un journaliste dont je pourrais pas citer le nom là comme ça, mais c'est Goldstein, quelque chose comme ça. Je suis désolée. Si ça se réaffiche, mais en gros, ce journaliste, voilà, c'est Steven Goldstein. Donc j'étais pas loin. C'était pas loin, et, en effet. Il a écrit un bouquin sur BTK, qui est un tueur en série américain, en fait, qui est rentré chez des jeunes femmes, qui les bâillonnait. En fait, BTK, c'est en français, c'est ligoter, torturer, tuer. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça que j'avais... Okay, donc je ne vais pas vous traduire avec mon super niveau d'anglais, mais BTK, torture, kill, et B, c'est... je sais pas. Et voilà, bref. Donc ensuite, BTK s'est mis en pause après le massacre en fait qu'il a fait après avoir plongé la ville de Wichita dans l'horreur. Et un journaliste s'est dit, bon, je vais écrire un bouquin sur BTK. En plus, il avait envoyé plusieurs lettres, il avait communiqué avec les médias. Je vais écrire un bouquin. Et ce bouquin, je vais l'écrire en sachant particulièrement que BTK, il déteste ça. Il déteste quand les gens écrivent sur lui et tout. Donc il écrit le bouquin et là, BTK sort de sa tanière. Mais on parle de... Comment ça? J'ai plus les dates exactes, mais on est... Il avait jamais été arrêté? Il avait jamais été arrêté. Arrête. Et donc, le journaliste annonce qu'il écrit un livre, et BTK, le chat doit le savoir, il doit réavoir les dates, mais c'est 10 à 20 ans après les faits, je crois. Arrête. Si, c'est ça. Mais c'est horrible. 10 à 20 ans. Mais c'est vraiment des trucs... En fait, c'est des pervers narcissiques, les mecs. C'est pas possible. En fait, ils se taisent, et dès qu'on parle d'eux, ils se disent « Ah, super, tiens, génial, on parle de moi, je vais aller retuer quelqu'un. » C'est des malades. Et BTK ressort de sa tanière. Alors, j'ai plus l'histoire exacte en tête, je vais pas inventer qu'il a retué ensuite. Je crois qu'il a recommis des meurtres, mais j'en suis pas sûr, le chat confirmera peut-être. Il sort de sa tanière et il envoie aux médias une espèce de disquette. Tu sais, les anciennes disquettes Windows. Oui, je vois très bien. Qui remplaçaient les clés USB. Ouais.
Les enquêteurs prennent la disquette, les connectent sur son PC et ils fouillent dans la disquette voir parce qu'elle a été nettoyée, puis il y a une lettre et tout. Et ils voient que la disquette, dans les fins fonds des données enregistrées, elle a mal été nettoyée. Et sur cette disquette, elle appartient à un certain Dennis Rader. Mais non, mais quel con. Et Pardon, mais c'est vraiment, c'est là, pas possible. c'est un truc de fou. Le FBI se rue chez Dennis Rader, prend son ADN. Le type est marié. Sa fille est adulte. Il l'a mariée. On a des photos de BTK au mariage de sa fille. Un mec normal. Mais un mec normal comme tu peux en croiser tous les jours. C'est horrible. Il est arrêté. Et à son procès, il avoue tout, il explique tout. Et il dit une phrase. Il dit un truc du style « Je voulais simplement voir ce que ça faisait d'étrangler quelqu'un. » Paf. Bah super. Mais BTK, franchement, si vous On pouvez... m'a dit BTK, c'est bind, torture, Voilà, bind. kill. Donc bind, c'est ligoter, ouais, c'est ligoter. truc comme ça, ouais. Putain. Et si vous pouvez trouver le livre, alors j'ai aussi fait 2 Apparemment, il a recommis 2 meurtres. Voilà, pour ressortir du coup. Putain, c'est ouf. Ils disent qu'ils en parlent dans la série Mindhunter aussi. Oui, Tu connais cette série? Oui, parce qu'en plus, BTK, il avait un côté bizarre. Il y a des photos de lui où il se... comment on explique ça? Tu sais, les gens qui aiment s'étrangler eux-mêmes. Ah, genre du BDSM. Ouais, enfin, c'est ce truc-là, mais... Pardon, et c'est pas possible. Et il y a des photos de BTK de disponibles. Mais jure, avec des... En string. En string, en lingerie féminine, ou même des fois il se prenait en photo dans des tombes qu'il creusait lui-même. Arrête. Je te jure. Mais c'est pas Et possible. il se prenait en photo comme ça dans la tombe Non, et mais- tout. Après il allait se pendre et tout, il prenait des photos comme ça avec Ouais, mais là, c'est pas possible. Les gens, ils ont des délires. Et c'est pas le possible. livre est dingue, vraiment je l'ai C'est quoi, ça utilisé. m'a donné envie de le lire. Ouais, franchement. Genre, j'espère juste que je vais pas être trauma à vie, Ouais. mais je vais quand même le lire. Franchement, il est Ah, super purée. intéressant. Et puis BTK, il avait peur de rien. C'était un malade. Oh là Il là. était membre d'une église et le sous-sol de cette église, il l'a utilisé un moment pour aller déposer un je me corps rappelle et ça. tout. Et le mec, il avait peur de rien, quoi. Ah, BTK, je le cite très souvent quand on me dit quelle affaire de tueur en série m'a le plus marqué et tout. BTK, c'est vraiment un Plus que sacré- Dahmer. Bah ouais, plus que Dahmer. Plus que Dahmer parce que Dahmer, c'est horrible. Mais tout se passe dans son appart, tu vois. Oh, ouais. Tandis que BTK, il a une vie, il est marié, il a une fille, il a des amis, il a des Ah ouais, c'est parents. ça. C'est ça, c'est le côté, genre, il a une vie tout à fait normale. Et à Ouais. côté de ça, Ouais, c'est il ça. commet des horreurs C'est ça. atroces, quoi. Genre, il va en course, il dit à sa femme je vais me balader, il prend la voiture, il rentre chez la voisine d'à côté, il l'étrangle et basta, quoi, tu vois. C'est des trucs. Mais c'est sordide. Ah ouais, c'est. Putain, c'est la déviance, les gens. Et La c'est pour ça déviance, justement que j'avais fait 2 HVF sur le sujet parce que tellement l'histoire est folle, mais vraiment, vraiment folle. Les gens, ils disent ça va être fun pour dormir ce soir. Eh bien, bonne nuit. Ouais, bonne Bon nuit. courage. Alors, moi, mes recos sont un peu plus légères. Plus légère. Ah bah, sauf la première reco, Ouais. qui est quand même que j'ai regardé évidemment, je l'ai binge-watch, c'est la 2e saison de Monsters, Ok. de Monster, donc qui est sur Netflix. La première était sur Jeffrey Dahmer, ça avait marqué d'ailleurs tout le monde parce qu'il y avait ce côté hyper sympathique du Ouais. tueur en série où tu le vois commettre des atrocités, mais à la fin tu peux pas t'empêcher, je trouve, d'avoir quand même une empathie pour lui. C'est ça qui rend le truc encore plus compliqué Ouais, quand tu as ça- de l'empathie pour un tueur. Ouais, ça avait été beaucoup critiqué parce qu'en plus, ils avaient pris un acteur. Que moi j'adore, qui joue dans American Horror Story. Ouais, C'est c'était- Evan ouais. Peters. C'est Evan Peters, Ouais. j'ai peur Et de dire de la apparemment, merde. cet acteur-là a un charisme et tout, etc. Oh ouais, Bah, c'est lui qui joue dans American Horror Story dans toutes les saisons. D'accord, Je ouais. crois que c'est Et Evan ça avait Peters, été j'ai beaucoup peur d'avoir dit de critiqué la parce merde. que justement, Ouais. on glorifiait le. Ben, c'est ça, mais pourtant, moi je sais que j'ai bien aimé la série Ouais. quand même malgré tout. Moi, j'ai arrêté vers le milieu, la fin. Parce C'est dur à que, regarder. Bon, moi, je trouvais ça un peu. Je trouvais ça dur à regarder. Putain, j'ai trouvé ça. Evan Peters, ça. Moi j'ai trouvé ça dur à regarder, Ouais. mais bon. Là, ils ont fait une 2e saison D'accord. avec les frères Menendez. D'accord. Et là, pour le coup, c'est aussi un cas qui est quand même assez connu dans Ouais. l'histoire du true crime, puisque c'est 2 frères qui ont tué leurs parents. Mhm. Alors après, quand tu regardes la série, je vous spoil un chouïa, parce que quand même, bon après, si vous avez déjà regardé des histoires de true crime Ouais, sur tu eux, connais je le pense que synopsis, l'histoire est quand ouais. même assez connue. Mm. Mais globalement, le père abusait des 2 garçons, donc il y avait quand même un passif un peu compliqué. Mais la série est tellement bien faite parce que je trouve que tu vois vraiment la complexité que les membres du jury ont à Mhm. déterminer si oui ou non les frères sont coupables ou pas, parce Mhm. que bah, évidemment, ils ont été victimes d'abus. Ouais. Donc qui est le vrai coupable ?
Si bien que ça a tellement fait le buzz que là, ils sont en train de voir s'ils peuvent pas rouvrir le dossier des frères. D'accord. 20 ans après, quoi. J'étais pas au courant. Juste à cause de cette série Netflix. C'est quand même fou de se dire, en fait, maintenant, aujourd'hui, tu as quand même le poids de grosses prods qui permettent d'aller jeter un œil un peu différent sur des dossiers comme ça. Et je trouve ça... Bon, après, voilà, évidemment, on n'était pas là, on peut pas savoir. Et oui, il y a aussi un documentaire qui est sorti sur Netflix sur eux, que j'ai pas encore vu. Donc, moi, j'ai regardé que le côté... romancé. Ouais, Netflix, ils font souvent ça. Ils sortent la série, après, ils font un docu. Ils avaient fait ça un moment sur Ted Bundy. Ouais, oui. Ils avaient fait un docu avec le mec d'High School Musical. Avec Zac Efron. Ça, c'était le côté très comme Monster. Et ensuite, ils ont sorti le côté plus docu... compliqué, quoi. T'as vu l'accent anglais, High School Musical? High School Musical, mais j'ai vu. High School Musical. J'ai vu. Bah, les abonnés, un des acteurs a été les voir en prison car il les soutient. Ah bah ça, j'avais pas cette information. Bah là, on y est. Et bref, Netflix font souvent ça, la série plus le docu après. Ça m'étonne pas, en vrai. Non, bah, ils sont malins. Hein. Bah, ils voient le succès après, du truc, docu, ils disent... tu débarques dans les archives judiciaires, tu dis salut, on est Netflix. Ils disent c'est cool, quoi. Ils disent il y a moyen, voilà. J'ai envie de regarder Monster, mais j'ai peur. Bah après, c'est du true crime, hein, les amis, donc évidemment... Oui, surtout dans les docus Netflix, je suppose que t'as les scènes de crime et tout, donc Malheureusement, il y en a qui sont... Enfin, c'est pas très... C'est assez explicite quand même. Hein. Tu peux pas l'enlever, ça. C'est compliqué. Bah, après, comme je dis toujours, quand tu regardes quand même un docu true crime, tu t'attends quand même... Oui. Moi, je sais que des fois, je vois des commentaires. Ah, t'aurais pu mettre un trigger warning, machin. Mais attends, le titre... Mais tu sais sur quoi tu cliques. Le titre, c'est quand même ces 4 adolescentes ont été massacrées, quoi. La dissonance cognitive. T'aurais pu mettre un trigger warning. Bah ouais, je vais pas mettre début de vidéo. Trigger warning, les amis, alors attention. Ouais, c'est ça, en fait. C'est logique. Sorry, c'est logique, ouais. Donc ne cliquez pas sur la vidéo si vous voyez un truc qui peut vous trigger. Ouais. C'est logique. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois. Ma deuxième reco, c'est un film que j'ai vu il y a 2 jours. Okay. C'est L'amour ouf. Alors là, je vous parle d'un truc... J'avais beaucoup entendu parler qui à la base est tiré d'un livre, quand même. Et ça a été produit ensuite par Gilles Lelouch. Ça faisait 15 ans qu'il avait ça dans les... backstage de son esprit, c'était le premier film qu'il voulait sortir avant Le Grand Bain. Donc il a quand même été connu pour ça, Le Grand Bain, Narco et tout, c'est quand même des très gros films qu'il a fait. Et en fait, il voulait le faire depuis super longtemps, mais très complexe l'histoire. Pour vous faire un débrief, alors évidemment, si vous n'avez pas vu, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'étais il y a 2 jours et que j'ai interviewé François Civil. C'était incroyable. Mais en plus de ça, c'est parce que vraiment, ça parle, je trouve, de toute la complexité de l'amour dans une France qui est un peu scindée dans les années 80 entre les travailleurs qui sont sous-payés, qui sont issus, enfin les gens qui sont issus de familles défavorisées, versus des gens qui ont quand même un peu plus d'argent et qui se retrouvent en fait un peu confrontés. C'est un peu un Roméo et Juliette moderne. Voilà. C'est hyper beau, c'est un peu violent, je préfère le dire. Pour le coup, si vous voulez un trigger warning, honnêtement, c'est un peu violent. C'est très réaliste. Donc il y a des scènes d'agression, etc. C'est un peu compliqué, mais comme j'avais dit une fois, l'avantage en fait, c'est que c'est vraiment des scènes qui sont implémentées et qui vont qui servent l'histoire. Et quand tu vois ce film et quand t'en parles, tu diras jamais que c'est un film violent. Il y a des scènes de violence, mais qui vont vraiment venir compléter l'histoire en tant que telle. C'est une très belle histoire d'amour, mais pas que entre 2 personnes, entre des membres de famille et tout. C'est vraiment une très très belle histoire à regarder seule ou avec plusieurs personnes. Honnêtement, en couple ou pas, on s'en fiche. C'est vraiment une très très belle histoire. Et les 2 acteurs principaux qu'on voit partout, c'est François Civil et Adèle Exarchopoulos. J'ai toujours super dur à dire son... Il me faut un Duolingo en grec, s'il vous plaît, parce que là, je galère. Mais donc voilà, vraiment très beau film. Normalement, on est le 16, ça sort aujourd'hui. Ah oui, on est mercredi, c'est sorti de film. Exactement, donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est un très beau film, ça dure 2h40, donc accrochez-vous, mais ça vaut le coup, c'est très chouette. Et dernière série, là on parle de trafic de drogue. Alors là, les stupes, c'est Queen of the South. C'est une série que j'ai découverte parce qu'on me l'a recommandée il n'y a pas très longtemps. Et je la binge-watch, mais comme une malade. Ça parle du trafic de cocaïne de cartel entre le Mexique et Dallas, au Texas, et mené par des femmes. Donc c'est vraiment hyper... t'as ce côté vraiment... C'est compliqué parce que tu t'attaches énormément au personnage. T'as vraiment ce côté très familial, très torturé de comment ça se passe. Elle, en fait, que tu vois, donc Teresa, elle se fait prendre sous son aile par une femme qui est la femme d'un énorme mec de cartel. Enfin bon, c'est catastrophique. Bref, elle arrive dans ce milieu, elle se dit, bon, comment je vais faire pour gérer ça? D'abord, elle commence par être une mule, donc hyper compliqué. Ensuite, elle est hyper maligne, donc elle commence à faire un peu ses armes. Elle se fait respecter par tous les membres du cartel, elle devient un membre actif du cartel. Bref, donc c'est... Moi, je suis pas du tout
dans ce genre de série habituellement, parce que je préfère un peu comme toi, tu vois, les séries true crime ou alors les séries un peu horreur, ça c'est plus mon truc. Mais je trouve qu'il y a un côté très dark dans cette série, sur le côté psychologique de comment est-ce que tu te retrouves en fait, parce que pour moi c'est un peu comme une secte, tu te retrouves dedans, c'est un peu le syndrome de Stockholm, et tu finis par aimer les gens qui t'empêchent d'en sortir et tu peux plus en sortir du tout, tu vois. Parce que si tu en sors, tu es obligé de dénoncer tout le monde. Exact, ou tu te fais tuer. Donc en fait, l'un dans l'autre, t'es foutu. Et je sais pas, je trouve que c'est une vraie histoire psychologique et tu t'attaches en fait au personnage. Et je sais pas s'il y a des gens, je l'ai regardé mais j'ai jamais fini. Ah bah ouais, dis pas ça. Je la recommande tellement, c'est ma préf, voilà, donc à plein de gens. Il y a quelqu'un qui dit, une reco aussi, s'abonner à la revue Affaires criminelles. C'est gentil, merci. Il y a le FC Max Case dans le chat. C'est gentil. Merci. Mais bon, voilà, vous avez toutes nos recos pour patienter jusqu'au mois prochain. Est-ce qu'on a la date du prochain live, les amis de la production? T'as un cadeau? Ouais, j'ai ramené un cadeau. Purée, attends. Je suis vraiment un super invité. Attends, moi j'ai pas de cadeau, à part mes lettres partout, mon bordel. J'espère que c'est pas du savon. Non, c'est... Attends, qu'est-ce que c'est? Ça s'ouvre par en bas. Attends. C'est un Rubik's Cube. Non, fais pas ça. En plus, j'ai dû le découper, le sécher et tout. C'est un œil. Arrête. Parce que des fois, dans tes affaires HVF, tu sous-entends que tu sais comment découper un corps. Hein. Me dis pas ça. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est? Attends, j'ai peur. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Attends. Mais c'est quoi? Je jure, c'est un œil. C'est un doigt. T'es un malade, toi. Le mec m'a offert un doigt découpé, séché dans un bocal. Joris, je vais le laisser ici. Ce sera le décor. Regardez, on a le van ici. Ce sera toujours dans le décor. Sachez-le, la prochaine fois que vous voyez ce doigt découpé, sachez que c'est Joris qui nous l'a offert. Vous pouvez dire merci le chat. Je sais pas si ça me dégoûte ou si je trouve ça... Tu vois, t'as même l'ongle et tout, c'est bien fait. Hein. Ah purée. On dirait la main dans Vendredi. Ouais, mercredi, vendredi, ça y est, c'est parce que mercredi, on est mercredi aujourd'hui. Ah, vous êtes mort de rire, meilleur cadeau. Bah écoutez, voilà. Que voulez-vous que je vous dise avec un masque à la cannelle dedans? Bon, arrêtez de me bully là, ça suffit maintenant. Purée de pommes de terre. Alors, on m'a dit que le prochain live, c'est le 30 novembre. Le 13 novembre. 13 novembre. 13, pardon. Non, mais c'est parce qu'il fait chaud là, vous vous rendez pas compte. 13 novembre, le prochain live. Comment ça? Qu'est-ce que je suis drôle? Ouais, je sais, écoutez, c'est pour ça que j'ai autant d'abonnés. C'est une blague, évidemment, c'est une blague. Avant de vous laisser et de vous retrouver dans un mois, le 13 novembre, sur cette chaîne Twitch, en rediffusion évidemment sur YouTube, vous pouvez aller vous abonner à la chaîne de Max Guys, aux Affaires criminelles évidemment, parce qu'il te manque 2000 abonnements pour pouvoir sortir le projet. C'est ça. Donc toutes les infos sont sur le site. Vous avez une FAQ, plein de colonnes qui expliquent le but de Affaires criminelles. On a vraiment un site franchement ultra complet. Ouais, je suis allée voir, tout est hyper bien expliqué. Donc si tu prends l'abonnement, tu sais ce que tu vas avoir et ça c'est l'avantage. Donc ça c'est très très cool. Tes 3 livres, Trembler encore, Trembler crime au Japon, les HVF toutes les semaines, c'est quoi? C'est les vendredis? Tous les vendredis à 18h. Tu vois, je sais. Ça se voit. Je suis fan, ça se voit. Tous les vendredis à 18h en vidéo et tous les lundis 6h30 en podcast. Ah ouais, oui donc c'est ça, trop bien. Joris, merci d'être venu, franchement. Merci pour toutes tes histoires, c'était trop cool. Merci pour la diction, vraiment, t'es un roi. Moi, à côté, je vais travailler ma diction, c'est promis, parce qu'il ne sera pas là à tous les épisodes, sachez-le. Je serai caché derrière. Ouais, c'est ça. Je ferai la voix off quand quelqu'un c'est vraiment ça. Merci à tous d'avoir regardé ce live. On espère que ça vous a plu. Merci à toi. Merci à Duolingo d'avoir sponsorisé ce stream. On vous embrasse. Faites attention en allant vous coucher. Fermez bien vos portes. Fermez bien vos portes. Tu sais, des fois que j'ai des gens qui me disent encore qu'ils dorment les portes ouvertes. Mais ça va pas. Moi, je trouve ça fou. Hein. Fermez les portes, fermez les baies vitrées et mettez une alarme. Voilà. Exactement. Bonne soirée tout le monde. On se retrouve le 13 novembre et à très très vite. Merci, ciao. Ciao.